Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi soir, on est de retour, oui, c'est pas un peu la fréquence est un petit peu bizarre ces derniers temps, mais elle est ainsi. C'est le retour du 9-10, le rendez-vous du lundi, habituellement programmé le lundi à 21 h pour faire le tour des actualités de la planète Hello, parler un petit peu de ce qui se passe sur nos territoires, de nos footballs et de choses qui sont pas forcément toujours très gaies. Vous allez voir ce soir, il y a pas beaucoup de joie ce soir. Voilà, on va vous prévenir tout de suite. Je sais, hein, on va pas commencer sur les lundis déprimes, mais il y a pas beaucoup de joie. Il y a des affaires un peu rudes et il y a beaucoup de colère aussi. Vous allez voir, on va en parler. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents dans le chat. Et je vais accueillir celui qui va m'accompagner. Alors, il y aura deux personnes qui vont m'accompagner ce soir. Il y en a une que vous verrez, et il y en a une qui va me rejoindre en cours d'émission, qui va nous rejoindre en cours d'émission. Celui que vous voyez, il est juste à côté de moi. Il est là depuis sa Colombie. C'est pour ça que je parlais de lundi des primes. Bonjour, monsieur Pierre Ah, Gervaux. salut Nico, salut à tous. Ouais, pour le coup, Ouais, ouais, l'actualité dont on va parler, voilà. assez grave. Ouais, Voilà. ouais. C'est-à-dire que là, j'ai le sourire, mais je vais pas le garder quand on va aborder le dossier Colombie. Voilà, pour dire les choses très clairement. On a le sourire parce qu'on est content de vous retrouver, mais tout de suite, on va vite se calmer. Bref, ben justement, je vais vous le montrer, ce sommaire de ce 9-10. On va revenir. Donc, on va commencer par cela, l'affaire Edgar Paez. En Colombie, ça vous parle probablement si vous nous suivez. Si ça ne vous parle pas, c'est l'affaire qui touche à ce président d'un club de deuxième division qui a été assassiné il y a quoi, une dizaine de jours. 10 jours, 15 jours, j'ai un doute. Ouais, le 23 septembre Voilà. dernier. Donc 15 jours, quand même. Enfin, 16 pour être précis, mais c'était un samedi. Voilà, bref, on commencera par cela, l'affaire Edgar Paez. Justement, on a le temps aussi, on a un petit peu de recul maintenant. Donc on fera un petit peu le point sur cette affaire et sur ses conséquences. Et puis on entrera dans le détail parce que je me souviens qu'à l'époque, j'en avais déjà parlé un petit peu sur Twitter, mais bon, on a eu quelques clichés et raccourcis qui ont bien hanté pas mal de médias français. Donc on prendra le temps de se poser là-dessus et ensuite on ira aborder ce qui a fait beaucoup parler la semaine dernière et qui continue de faire parler. Vous allez voir que ça a fait parler en deux temps. C'est la fameuse attribution de la Coupe du Monde du centenaire, celle de 2030. Et on va se poser, nous, sur les Sud-Américains et deux en particulier, parce que vous allez voir qu'il y en a deux chez lesquels ça réagit beaucoup pour des raisons diverses, mais pour de véritables raisons. Ce sera évidemment l'Uruguay et le Chili. Vous comprenez peut-être pourquoi le Chili, vous allez comprendre pourquoi avec l'Uruguay, et c'est pour cela, je disais, on sera rejoint à ce moment-là par Jérôme. Jérôme Le Signe, notre Uruguayen hein, de la rédaction, tout simplement, en cours d'émission. Ensuite, une fois que ces deux dossiers seront passés, l'habitude, les petits bonbons du lundi soir, les Golasso Hello, faudra bien se mouiller la nuque encore ce soir, et puis voilà, hein, ça sera après à vous de jouer. Pour élire justement ces Golasso Hello. Il y a du dossier, nous dit Paul, ouais, il y a du dossier bien lourd. Eh ben, vous savez quoi, on va pouvoir, je vois que vous êtes déjà très bien installés, on va sortir les confettis et les langues de belle-mère. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, Nostromo. On va voir, tiens, on y va. On va commencer tout de suite avec le dossier, le premier dossier donc de ce 9-10, l'affaire Edgar Paez en Colombie. Et donc, je le disais, on ouvre avec toi, Pierre, avec cette affaire en Colombie. On va revenir sur ces terribles événements qui ont eu lieu donc, on le disait en introduction, le 23 septembre dernier. Ces terribles événements, on va les résumer en trois mots. L'assassinat d'Edgar Paez, tout simplement, le président de Tigres en deuxième division colombienne. On va, pour ceux qui ne savent pas déjà, hein, parce que peut-être que vous avez raté cette actualité-là, on va d'abord planter entre guillemets le décor, on va rappeler les faits exactement. Que s'est-il passé ce samedi soir en Colombie, fin de soirée, fin d'après-midi, je crois, hein, en Colombie. Ouais, c'est ça, c'est le samedi 23 septembre, en milieu d'après-midi, 13e journée du torneo Betplay, hein, puisque la D2 est sponsorisée par la même boîte que la première division. Donc 13e journée sur 16 de la D2 colombienne. Tigres joue contre l'Atlético, c'est un club de Cali. Tigres s'incline 3-2. Donc le match a lieu en milieu d'après-midi. En fin d'après-midi, Edgar Paez quitte le stade. Il est à bord de sa voiture hein, avec sa fille. Il est passager. Sa fille est au volant. Et vers 18h15, deux hommes en moto sont
enfin, suivait la voiture, hein. 2 hommes en moto s'arrêtent à hauteur du passager, hein, côté passager, tire 4 balles. J'ai entendu 4 balles, 3 balles, au final, peu importe, hein. Il tire. Sa fille au volant, évidemment, elle assiste à la scène. Voilà, Edgar Paes est transporté à l'hôpital très rapidement. Malheureusement, les blessures font en sorte qu'il ne survit pas, tout simplement, et il décédera à l'hôpital quelques instants après. Voilà, ça c'était ce qui s'est passé, c'était à la sortie, hein, c'était un petit pas très loin, à quelques Ouais, c'est encablures du ça. stade, hein, c'est ça, ils ont vraiment pas traîné, hein, pour le coup, ils attendaient en fait, hein, véritablement, qu'ils sortent, Ouais, 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 c'est ça. c'était un Le guet-apens, stade, hein, en vrai, hein. c'est ça, le stade, c'était, bah, je vais revenir après dans la deuxième partie, mais voilà, le stade, c'était pas le Campín, c'était, le stade où, joue Tigres, où joue, Bogota Football Club, où joue Fortaleza, où joue la Equidad aussi, qui est le stade, de Techo, ce fameux stade, un peu bizarre dont on a déjà parlé et Avec voilà, sa qui se fête trouve foraine en fond, hein. Si vous avez pas ouais, d'image, mettez Estadio Techo sur Google et vous verrez que voilà. derrière, il y a Il y a une grande animation, il y a un truc de fête foraine à côté, en fait. C'est ça et donc en fait, voilà, le stade est, il rentrait chez lui, hein, tout simplement. Voilà, le stade est, au bord, d'une grande avenue et voilà, c'est à peu près sur cette, immense avenue ou dans une rue parallèle, qu'il est tombé, effectivement dans ce guet-apens. Voilà, alors on va dans un instant, puisque je le disais, on l'a dit tout à l'heure, les faits ont eu lieu le 23 septembre dernier, donc vous imaginez depuis qu'il y a une enquête qui est en cours, qui avance, il y a des pistes. On va évidemment les énumérer et les donner, hein, voir ces différentes pistes. On va juste commencer par le commencement. Vous voyez cet homme-là, hein, c'est lui, Edgar Paes. Bah juste, Pierre, qui était véritablement Edgar Paes? Ouais, il avait, 63 ans. C'était, le président et l'actionnaire, majoritaire de Tigres depuis 2016 et je reviendrai après sur le pourquoi 2016. Avant d'être dans le football, il était, détective en fait. Il bossait dans quelque chose qui s'appelait, le Departamento Administrativo de Seguridad ou le DAS, hein, qui n'existe plus. Et il a été aussi à la Fiscalia. C'est un peu difficile d'expliquer ce que c'est la Fiscalia, enfin de l'associer, mais c'est un organisme judiciaire indépendant du ministère de la Justice. Voilà, c'est pour éviter les conflits Ah, d'intérêts, etc. Donc, c'est le bureau du procureur, non? Quelque chose comme ça? ouais, ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça, c'est le bureau des procureurs, mais voilà, ils ont des enquêteurs, ils ont une police, enfin, c'est la police, et cetera. Donc, voilà, c'est vraiment un organisme indépendant qui n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, Ouais. mais voilà, en gros, il travaillait là-dedans. D'ailleurs, il a été condamné, à l'époque. Il a fait, 7 mois de prison, je crois, pour des blessures infligées à quelqu'un à cette époque-là. Tigres, c'est pas son premier passage dans le football. Il est rentré en 2004 comme, actionnaire de Santa Fe. Voilà, le club, que tout le monde ouais, Attention à ta phrase. j'allais dire que tout le monde connaît, mais non, non, voilà, qui est le deuxième gros club de Bogota, vainqueur de la Copa Sudamericana, 2015, 1er champion de l'histoire de Colombie, donc qui est quand même un club très important à l'échelle. Donc il est rentré, entre 2004 et 2016, 2007, pardon. Il est rentré, il était actionnaire de Santa Fe avec un personnage qui est actuellement président, qui est Eduardo Mendes. Et donc voilà, depuis 2016, il est à la tête de Tigres, voilà, comme président. Voilà, Eduardo Mendes, vous l'avez actuellement à l'image, qui est le président aujourd'hui du club. Donc voilà, Tigres 2016. Hein, donc voilà, c'est pour faire une petite parenthèse sur ce club-là, c'est un club donc de deuxième division actuellement, qui a été entre guillemets, je précise entre guillemets, car rené de ses cendres en 2016 justement. C'est pour ça qu'il a pris la présidence. C'est lui qui a remonté le club euh, sur, euh, sur pied. En fait, avant, ils ont racheté en Colombie, on peut racheter la licence. Donc, ils ont racheté la licence d'un club qui s'appelait Expreso Rojo. C'était un club qui avait beaucoup, beaucoup voyagé et dans des destinations très, très bizarres et vraiment très éloignées les unes des autres, puisque c'est un club qui était sur la côte par Carthagène des Indes, donc Cartagena, qui a fait
2, 3 villes sur la côte. Il a fait Fusagasugá, hein, pour les amateurs de vélo, c'est la ville de Lucho Herrera, par exemple. Donc voilà, il a tourné un petit peu autour de Bogota et en 2016, donc ils ont pris le pouvoir, entre guillemets. Ils ont appelé le club Tigres. Voilà, ils ont changé de nom. Au passage, la chambre de commerce et d'industrie avait dit ouais, on va changer le nom parce que Expresso Rojo, c'est Santa Fe. Donc voilà, c'est trop collé à Ouais. Santa Fe. Voilà, donc appelez-les autrement. Donc voilà, ils ont racheté le club, ils ont acheté la licence, ils l'ont installé à Bogota, Tigres. Voilà, fin 2016 d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que 2016, il reprend les rênes fin 2016, ils montent en première division. Euh, voilà, alors on s'était passé un peu inaperçu à l'époque puisque l'autre équipe qui les a accompagnés en première division était un poil plus connue et la montée était un poil plus attendue. Voilà, je vous laisserai chercher si besoin. C'est une équipe qui joue en rouge et qui joue à Cali. Donc voilà, c'est un très très petit club, sincèrement. C'est un club familial. Voilà, ils ont une base, beaucoup de jeunes, hein. Ils essayent de recruter, vraiment, de développer par le sport et de sortir entre guillemets des jeunes. Vraiment, c'est leur logique. Et voilà, est-ce que vous savez à peu près, je te la pose à toi, Nico, mais je peux la poser à tout le monde. À votre avis, quel est le budget d'un club comme Tigres, le budget annuel? Oh la vache, tu me parles d'un club de D2, D2 colombienne. Ça doit Ouais, être. club familial, un des plus petits en plus, hein, sincèrement. En Écoute, euros, en euros. ouais, ouais, en euros, je pense qu'on est large si on est aux alentours des 2 millions, mais je pense que je suis large. En 2 millions d'euros? Ouais, Ah ouais, non, non, ouais. non, non. 200 000 euros, nous Cent- dit Nostromo. Ouais, bah c'est pas mal, Nostromo, 150 000 euros à peu près. Oh la Voilà, vache. le capital du club, c'est ça. Ils avaient fait une augmentation de capital cette année et c'est à 150 000 euros de budget. Ils ont un Ok. capital. Donc voilà, imaginez ça. Non, mais voilà, imaginez, je le dis, voilà, sans trembler, je pense qu'un enseignant d'université ou même un enseignant dans un centre de langue, pour le coup, gagne plus qu'un joueur de Tigres, un joueur de D2 colombienne. Ouais, Voilà, et tu le rappelles, hein, c'est un des plus petits budgets de deuxième c'est un des division. plus petits, ouais, c'est un des plus petits clubs, un des plus petits budgets de Ouais. D2, mais voilà, Mais ouais, après, en D2 colombienne, tu n'auras pas des budgets en millions d'euros. d'accord. Non, non. Ok. Mais Ouais. bon, voilà, on est quand même sur un budget bas. Donc vous voyez, tu l'as dit, c'est un petit club familial qui est géré dans son coin, qui a jamais fait de, de vagues autres que. Enfin voilà, il a vécu l'exploit de Ouais, monter en première division. ils ont fait un aller-retour en D2, Voilà. voilà, ouais, ouais. On va dire, comment dirais-je, sans connotation, sans rien, c'est un club anonyme du paysage colombien. Ah oui, 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 Donc, oui, totalement. ce qui sous-entend aussi que c'est pas le club qui est ciblé, mais on va en parler dans un instant, justement, par rapport à cette histoire. Et voilà, vous avez vu qui est. On n'a pas encore tout dit, hein, d'Edgar Paez, parce que vous allez voir, on va effeuiller petit à petit, justement, ce millefeuille Edgar Paez. Vous allez voir qu'il y a des strates. Ça, c'est la dernière, voilà, c'est la strate actuelle, président d'un petit club familial qui fait pas de bruit, qui vit tranquillement, qui est impliqué dans aucune affaire ces dernières années, donc parce qu'il faut le préciser aussi. C'est aussi pour ça qu'on dit club Ouais. anonyme, c'est aussi dans un sens positif, parce que c'est pas anodin d'être anonyme en Colombie. donc, euh, donc Ouais, voilà. ouais, non, mais clairement, enfin voilà, Tigres, ils sont en D2, ils font de mal à personne, Voilà. voilà, ils jouent quand ils peuvent, ils essayent de se mettre dans les quadrangulaires pour essayer de remonter en D1, mais voilà, et leur année en D1, ils n'ont pas fait de vagues, ils ont battu Junior, ils battent Junior à Bogota. Voilà, après, voilà, ils font un semestre somme toute correct, voilà, pas de vagues. Voilà. Et C'est un d'ailleurs, club. sa famille, c'est ce qu'a dit sa famille, d'ailleurs. Ouais. Pas de vagues, il n'y avait pas de vagues. C'est ça, c'est un club qui ne fait pas de vagues. Alors justement, on va commencer à entrer un petit peu dans le détail. Je parlais d'un millefeuille, on va commencer à ouvrir un petit peu. On va commencer par la première strate, on l'a dit. Ça s'est passé le 23 septembre dernier. Donc, vous imaginez que depuis, bah, il y a des gens qui travaillent un petit peu quand même, parce que on parlait de club anonyme, mais là l'affaire, elle n'est pas restée anonyme, hein. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit en Colombie, parce que c'est quand même vraiment pas anodin d'assassiner le président d'un club. Encore plus, j'ai presque envie de dire encore plus si c'est le président d'un club entre guillemets comme Tigres, même si bon, on va pas hiérarchiser les, les attentats ou les assassinats. Mais voilà, ça a fait énormément parler. Donc il y a eu évidemment une enquête qui a débuté immédiatement, hein, forcément. Et cette enquête, bah, justement, Pierre, on va faire un petit peu le point une quinzaine de jours après. Où est-ce qu'on en est dans cette enquête?
Alors, il y a une seule piste qui est écartée, au moment où on se parle et alors, bon, ça va, peut-être, vous faire un peu «sourire» entre guillemets, parce que ça semble très naturel, mais la seule piste qui est écartée, voilà, à l'instant T, c'est, la théorie du vol à main armée. Voilà, ça peut arriver en Colombie, quand tu es en voiture, quand tu es pris dans les bouchons, voilà, quelqu'un qui arrive et qui casse ta vitre, et qui essaye de te piquer, ton portable ou un truc, qu'il voit dans ta voiture. Ça, cette Et ça, je te théorie-là coupe, ça a été écarté tout de suite quasiment, hein. ah oui, oui, ça a été écarté tout de suite. Voilà, il y a c'est pas on n'est pas dans un vol à main armée qui a mal tourné, pour une raison très, très simple, c'est qu'ils ont travaillé, ils ont pris et j'allais dire mis sous scellé, mais oui, ils ont bossé avec les caméras de vidéosurveillance et ils se sont rendus compte, tu parlais de guet-apens tout à l'heure, voilà la moto, les 2 hommes à moto, sur la moto blanche, la moto, voilà, suivaient la voiture, on voit sur la vidéosurveillance qu'ils suivent la voiture quasiment depuis le départ du stade, ouais, clairement. Donc ça c'est la théorie Et il y a eu aucun qui est vol. écartée. Non, non, il n'y a eu aucun vol, voilà. Ça c'est donc ça c'est à totalement écarté. Ils bossent avec les caméras de surveillance, donc ils se sont rendus compte, hein, ils ont essayé de suivre évidemment, le trajet et de la voiture et de la moto, donc ils ont réussi à retrouver la moto. Donc là, on n'est pas dans un vol à main armée, ça c'est clair. Une des hypothèses maintenant, qui est avancée, notamment par le journal El Tiempo, qui est très sérieux, hein, c'est l'équivalent pour le coup du Monde, hein, Mmh. quotidien national, très sérieux. Il y a aussi, un autre site internet, hein, faut pas qui l'annonce. Cette hypothèse n'est pas écartée, c'est celle des paris en ligne. On en avait parlé dans un 9-10, il y a quelque temps, je ne Ouais, sais avec plus la quand. Bolivie. Même avant, Oh, c'est possible. même en Colombie quand on avait parlé de l'affaire de match truqué en D2 colombienne. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc heu on le sait, oui, on le sait que la D2 colombienne est sujette. Il y a eu des affaires de situations très, très douteuses sur ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, voilà, ça c'est une théorie qui est pas écartée. Est-ce qu'il y aurait eu un truc, une dette de jeu, ça semble compliqué, ou est-ce Ouais, parce qu'on que a alors, essayé? je vois le message, hein, de Paul Bismuth par rapport à la dette de jeu. Je crois que c'est son épouse qui a dit tout de suite qu'il n'était pas joueur, dans le sens, il Non, ne non, jouait pas. non. Donc, Non, dette non, de il jouait jeu, pas après. Vas-y, vas-y. Non, dette de jeu, ça semble compliqué. Après, l'autre théorie, hein, ce serait on lui a demandé d'arranger un match et voilà, c'est ça. il a refusé. Ce que Pierre appelle les paris sportifs, ça serait typiquement du chantage. Pas, le côté, il a essayé de parier et il a essayé d'entuber quelqu'un. C'est vraiment une histoire de, ce serait un peu ce qu'on en a vu en Bolivie, un peu ce que Pierre évoquait avec les matchs truqués. Voilà, justement, c'est ça. Ça serait truquer un match et on pourrait tout à fait imaginer qu'il n'a pas voulu et que ça serait la vengeance. C'est ça, hein, l'hypothèse, paris sportif, hein. Voilà, et il y a 2 présidents, hein, j'ai cité Infobae tout à l'heure, sur ce site, il y a 2 présidents de clubs qui ont souhaité rester anonymes et qui se sont exprimés et qui ont dit que, bah, pour eux, ça pouvait, voilà, il pouvait y avoir une trace de paris sportifs dans l'histoire et qu'eux, en tout cas, n'excluaient pas. Voilà, c'est une piste qui n'est pas écartée par les enquêteurs. C'est pas forcément la piste prioritaire. En tout cas, voilà, la famille a dit non, tout simplement. Pour eux, ça n'a rien à voir avec les paris. Il jouait pas, il n'a pas essayé de faire un truc louche sur des paris. Donc ça, c'est la version de la famille aussi, hein. Pour eux, ils excluent tout. Et on peut exclure aussi, je ne l'ai pas cité parce que voilà, et c'est vrai que ça vient de faire tilt parce que tu as parlé de thèses un peu farfelues. On a dit, hein, c'est un club familial, il n'y a quasiment pas de supporters à Tigres. Sincèrement, pour y avoir été accrédité quand ils étaient en première division, euh, c'est vraiment tranquille, hein. C'est vraiment du foot district, entre guillemets, dans l'ambiance, hein. Je veux dire, c'est très familial, tu as la famille des joueurs et c'est tout, quoi. Tu pas de groupe de supporters, tu Ouais. rien. Ouais, il y a Donc pas on de va bara qui pourrait venir voilà, mettre une c'est pression. ça. Il y a pas de Bara qui est venu, s'exciter après une défaite, Ouais. parce que ça excluait le club à la montée. Non, non, ça c'est pas la défaite, c'est pas à cause de la défaite et à cause du score que voilà. Et donc ça aussi, c'est écarté et de toute façon, voilà, en Colombie, personne n'a exploré cette piste, puisque Oui. voilà, le club n'a Oui, pas parce de qu'elle groupe de supporters, il y a rien. ouais, c'est ça, elle est même pas envisageable. Alors, vous le voyez, ça, c'était la première hypothèse. Je vois qu'il y a quelques hypothèses qui sont données dans le chat. On va y aller, hein, on va la mener, l'enquête.
mais vous allez voir qu'il y en a une autre forcément, heu, puisque voilà, il se pourrait donc très probablement que cette histoire ne soit pas liée au football, que ça soit des paris sportifs ou des matchs truqués ou quoi que vous voulez d'autre, mais plus, on va le dire, à ce qu'on va appeler la face obscure, l'autre face du football et de la société colombienne. Parce que bon, hein, le football n'est que le reflet de la société et c'est voilà. Vous l'avez deviné plus ou moins, c'est celle des narcos. Il y a toujours leur ombre qui plane, hein, sur ces choses-là. Parce que c'est un fait quand même, on va le dire. Parce que c'est vrai que quand on parle de narcos, Pierre, on remonte toujours à raison. Mais un petit peu à tort aussi parce que ça occulte certains autres aspects, pardon. On remonte toujours aux années 80-90, à l'époque, je vais mettre des gros guillemets, mais à la grande époque des narcos colombiens des années 80-90, ceux qui aujourd'hui deviennent objets de mythe, notamment en Europe, parce qu'on fait des films, des séries, des machins, mais je m'égare. Mais tout ça pour dire que les narcos, eux, ils sont toujours très présents dans le football colombien. Oui, oui, après on n'est pas sur la même échelle. En tout cas, Non, leur présence dans le foot, colombien, elle est en rien comparable avec, l'époque, tu as cité, l'América de Cali par exemple ou Millonarios ou voilà, où tu avais, des joueurs qui venaient de l'étranger, qui étaient payés en dollars, qui avaient des gros salaires. Voilà, on n'est pas du tout dans ce qui est comparable aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont pas. Mais voilà, c'est effectivement l'autre piste qui est exploitée, c'est celle liée à son passé. Il faut savoir qu'en 2004, quand il devient actionnaire de Santa Fe, c'est à une époque où il y a eu de l'argent, voilà, on va le oui, il y a eu de l'argent qui venait du narcotrafic, qui est entré dans le club. Voilà, ça a été sorti, ça a été prouvé. Voilà, autour de lui, il y avait notamment trois personnes, Julio Lozano Pirateque, il y avait Claudio Javier Silva Otalora et il y avait Luis Caicedo Velandia. Et on va surtout s'arrêter sur cette dernière personne parce que c'est surtout celui qui intéresse aujourd'hui les enquêteurs. Voilà, quels étaient les liens au moment où ces personnes-là étaient à Santa Fe et quels étaient ces liens donc avec, Paes. Donc, ouais, c'était parce que surtout, l'hypothèse est que c'est lui qui l'a fait venir à Santa Fe. voilà, c'est ça, qui l'a fait venir, quel lien était, quel lien ils avaient. Voilà, c'est toujours un peu compliqué de savoir qui l'a fait rentrer, surtout que c'était à l'époque de Eduardo Mendes qui était président. On reviendra sur Mendes après. Mais voilà, c'est la théorie vraiment qui est menée actuellement. Voilà, il faut savoir que donc j'ai cité trois personnes. Hein. Euh, les 2 derniers sont morts, voilà. Claudio Javier Silva Otalora, il s'est fait, assassiner, je crois, l'année dernière, fin 2020, ouais, fin 2022, Ouais, novembre si dernier. je dis pas ouais, voilà et Luis Caicedo, pareil, il s'est fait, lui assez sauvagement assassiner aussi à Bogota, son frère et s'est fait assassiner d'ailleurs. Et donc, c'est surtout cette piste-là qui est vraiment creusée, entre guillemets, par les enquêteurs, parce que ça ressemble, voilà, là, le fait qu'on assassine des gens de cette période-là, voilà, ils essayent de voir s'il n'y a pas un peu une vengeance de la part d'un groupe, hein, en fait. Ouais, Voilà, il y a pas. parce qu'il y avait, je me souviens qu'El Tiempo en parlait, il y a une histoire d'opération de vendetta au niveau des milieux mafieux, qui a déjà Voilà. fait quoi, une quinzaine de morts, je crois, dans Bogota. Et la question, c'est de savoir si Paez pourrait être une de ces victimes-là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu difficile de compter vraiment, de savoir qui a été tué vraiment à cause de la vendetta, la vengeance, hein, des mafias. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est la principale piste qui est explorée actuellement par la police. Hein. Pour eux, c'est la piste prioritaire, essayer de remonter un petit peu et voir si c'est pas les liens, si c'est pas lié, voilà, en lien avec son passé, voilà, à cette époque. Ouais, Voilà. parce que tu l'as dit tout à l'heure, il était au DAS. Pour donner un petit élément, le DAS, si on doit faire un petit parallèle français, c'est les RG, hein, c'est les renseignements généraux en gros, hein. C'est des services, Ouais, voilà, c'est ça. c'est Euh, ça, c'est les RG, un peu la BAC aussi, parce qu'ils ont d'intervention.
Ouais, parce Voilà, que ça. j'ai cru comprendre, j'ai vu passer le message, je vois le message de Red le Rouge qui parle des FARC. Il me semble que le DAS a été accusé d'avoir des liens un petit peu étranges avec certaines milices paramilitaires, hein, c'est ça, hein? Ouais, après, bah, oui, oui, ils sont accusés. D'ailleurs, ça a été, il y a eu une enquête ouverte pour, j'essaye de traduire, que ce soit le plus correct possible, pour enrichissement illégal. Voilà, blanchiment de services et enrichissement illégal, quelque chose comme ça. Ouais, enrichissement illégal, c'est sûr. Voilà, et blanchiment voilà. Donc non, non, c'est sûr qu'il y a des liens à cette époque-là entre PAES et certains groupes qui ont été un peu douteux, et c'est surtout ça qui est la privilégié hein, par la police. C'est surtout, voilà, ce- c'est surtout on va dire oui, un peu ce millefeuille, ce mix et cette intervention mafieuse. Voilà. Est-ce qu'il aurait été une victime collatérale ou pas? C'est surtout ça. Alors, il y a une bonne question de Red le Rouge dans le chat. S'il y a des caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils ont Non, déjà attrapé les malfrats? non. Ah Voilà. non, non, en fait, non, Ils ont non, la mais en moto fait, déjà. Ils ont la moto, hein? non, non, mais non, non, je suis Même pas pas en fait. sûr. Je suis Ouais, pas peut-être sûr. même pas. Non, non, mais en fait, faut savoir, Red le Rouge, en fait, c'est voilà, non, C'est la parce que Colombie, mec. c'est bah, plus que ça, c'est Bogota, et en fait, tu as une inégalité très forte, et évidemment, c'est pas, tu vois, c'est pas, des gens issus des quartiers chics où tu as des caméras à tous les coins de rue. Une fois que tu rentres dans les quartiers un peu plus, Hmm. compliqué. À mon avis, ils ont pu imaginer et suivre le trajet de la moto jusqu'à un certain point. Ouais, et puis à un moment, ils la Une perdent fois de qu'ils vue, quoi. rentrent, voilà, c'est ça. À un moment donné, ils l'ont perdu de vue. Tu te mets dans des quartiers, dans des petites rues. Voilà, non, non, tu peux pas enfin, c'est très compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, mais ça, on en parlera puisque bientôt, peut-être, si voilà, avec un Planète Hello Medellín qui est dans le four et qu'on aura peut-être l'occasion d'enregistrer bientôt. Voilà, il faut savoir que c'est une véritable culture, ça, pour le coup, qui a été je vais dire, importé, ramené par le cartel de Medellín, justement pour ça, parce que c'est très, très pratique, la moto, de pouvoir te faufiler partout dans une ville où tu as du trafic comme Bogota, et des petites rues et des petites ruelles. Voilà, c'est très, très facile, et c'est le moyen, le moyen privilégié aujourd'hui quand tu as ce type d'incident. Voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et avec, je vois la question de Red le Rouge aussi, Ouais, sur la plaque, ouais. avec la plaque, bah, non, c'est compliqué si c'est une moto volée, si c'est une fausse plaque. Voilà, faut. Ouais, c'est ce que sous-entend Paul Bismuth derrière. Puis de toute façon, je suis même pas sûr qu'il y ait une plaque visible sur les caméras. Donc, donc, Ouais. Non, non, mais puis généralement, si voilà, non. l'opération elle est bien pensée, voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, soit ils mettent une fausse plaque, soit ils mettent un truc, voilà, Ouais. que tu puisses pas, ouais. Voilà, Donc, mais donc oui, oui, donc voilà où en est l'enquête. Voilà où on n'a toujours pas écarté les paris. Il y a toujours ce millefeuille avec l'ombre des narcos qui plante, qui plante. Bah, j'ai mangé le mot d'ailleurs, du coup, voilà, donc qui plane, qui voilà, plane, merci. voilà. On va y arriver. C'est pas facile, hein. C'est que lundi, hein. Ça va être dur la semaine. Qui plane sur cette affaire-là. Alors, ça va être très très compliqué, hein, justement, d'essayer de remonter les strates, de trouver. Tu citais un homme, par exemple, tout à l'heure, Julio Lozano. C'est lui qui s'est barré à Dubaï, hein. C'est ça, hein. Qui serait Ouais, encore à Dubaï. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est c'était à Dubaï. c'est ça, c'est ça. Il essaye bah, forcément, il essaye de se cacher. C'était, voilà, ouais, c'était le dernier, hein, des 3 que j'ai cités, c'est le seul qui est en vue, donc il essaye d'être le plus loin possible. Voilà, Ouais, dans le golfe, il serait dans Voilà, le il golfe. serait du côté de Dubaï, il serait entre guillemets homme d'affaires du côté de Dubaï. Je vous laisse imaginer quel type d'homme d'affaires ça peut être. Bah, Mais bon, ouais, bah, alors justement là, pardon, je te coupe Nico, mais voilà, on n'est pas dans le narco, on pense souvent à la cocaïne, à juste titre, hein, quand on parle de ça. Là, on n'est pas forcément pas que dans ça, on est surtout dans l'émeraude. Il faut savoir que la oui. Colombie paye beaucoup d'émeraude, et donc voilà, il n'y a pas que du narcoterrorisme illégal. Euh, voilà, Bah, il y a c'était aussi c'était leur la deal, vente. c'était leur business à ces trois-là, hein. Exactement, c'était l'émeraude.
voilà et notamment, voilà, les faux émeraudes. Donc voilà. Donc bon, cette affaire-là, je sais pas s'ils vont arriver à remonter, jusqu'où ils vont arriver à remonter. Ça semble très compliqué. Il y a une petite question de Nostromo par rapport à Edgar Paes. Il était vu comment? Est-ce qu'il était vu comme un bon gestionnaire? J'aurais tendance à te dire oui, enfin de manière tranquille, quoi. Bah, Nostromo, pour te répondre, on parlait pas vraiment de C'est tigresse, ça? en fait. Je vais pas dire, c'est un peu comme si tu posais la question, est-ce que le proprio, de Quevilly-Rouen ou le proprio de Rodez est un bon gestionnaire? T'as fait exprès, Heu, Rodez, c'est ça? non, 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 mais même pas, parce que je prends, c'est enfin, pour le coup, j'essaye de prendre des clubs anonymes Non, mais c'est oui, ça, «anonymes» des entre clubs guillemets, qui font pas de bruit, quoi, concrètement. voilà, des clubs qui font pas de Qui... bruit en D2, c'est pas voilà, c'est Enfin, Rodez pas en a fait, mais bon, enfin, c'est pas ah, leur faute. pas pour la C'est gestion, pas leur voilà. faute. Mais voilà, non, non, mais voilà, c'est un club qui fait, voilà, on l'a dit tout à l'heure, qui faisait pas parler de Donc lui, c'est qui faisait pas non, de non, vagues. voilà, c'était un Paes ne faisait pas de vagues. Voilà, et justement, ça me permet, moi, de rebondir, et ça sera la dernière question, parce que vous voyez, donc l'enquête, elle en est là. Ces pistes-là, elles en sont là. Il n'y a pas franchement de priorité hein, dans les pistes, hein, puisque tu le disais tout à l'heure, il y a quand même encore les paris sportifs qui sont pas totalement écartés, voire pas du tout écartés. Voilà, on est vraiment à égalité hein, sur ces deux pistes-là. Euh, ouais, moi je dirais que la 2e est les- plutôt la prioritaire, ouais. Les liens, si avec le si j'en passé, crois c'est les plutôt celle-là. médias, mais les médias sont pas les enquêteurs. Mais à suivre les médias Voilà. colombiens, ça a l'air de Ça peut être les privilégier 2. les... Ouais, ça a l'air de enfin, c'est pour moi, comment je le comprends en tout cas de la part des enquêteurs, ils écartent pas totalement les paris, mais je dirais que c'est Ouais, plutôt la prioritaire, c'est le passé. ouais. Et justement, donc ça sera la dernière question par rapport à ce sujet. On évoquait le fait que Edgar Paez gérait tranquillement son club dans son coin, formait des jeunes, travaillait sans faire de bruit, tranquille, en deuxième division, avait réussi à le monter en D1 aussi. Ils ont fait l'ascenseur, certes, mais ils ont quand même connu l'élite colombienne. Euh, on rappelle qu'il était le président du club, mais donc de fait l'actionnaire principal de ce club, donc celui qui investissait dans ce club. Et on va pas commencer à balancer des hypothèses sur d'où venait l'argent, mais c'est pas la question du truc. Mais justement, il peut arriver quoi maintenant à Tigres? Bah, c'est un compliqué de savoir, ce qui est sûr, c'est qu'ils évolueront en deuxième division l'année prochaine. Voilà, là, il reste une journée, ils ont aucune chance de monter, ils sont derniers du classement, voilà, on imagine de toute façon le club, c'était là pas du tout l'objectif, donc c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qui va en être, du club. Il faut savoir que depuis, le décès, du président, depuis l'assassinat du président, ils ont joué 2 matchs, ils ont perdu les 2. Pour, vous raconter un petit peu aussi l'envers du décor, et pour parler de club familial, il se trouve que le jour où il y a eu, les funérailles, du président, j'habite pas très loin de la maison funéraire où le corps était et il y avait beaucoup de personnes du club, il y avait, le bus du club, il y avait donc voilà, j'imagine que quelqu'un de la famille, heu, Ouais, c'est une théorie, quelqu'un de la famille vraiment pour le coup, club familial très proche, quelqu'un pourra reprendre le flambeau, que ce soit sa femme, son frère, voire une de ses filles, et je crois qu'il a 3 filles, si je dis pas de bêtises. Donc, on peut imaginer voilà, ce club-là repris par quelqu'un de sa famille. Voilà, après, une autre hypothèse, enfin, ça me paraît peut-être un petit peu plus compliqué, mais il était très très proche hein, de Santa Fe. Paes, il était très proche de Mendes, l'actuel président. Au passage, Eduardo Mendes qui a fait de la prison hein, aux États-Unis pour des liens avec le narcotrafic, enfin, pour obstruction, pardon, pour obstruction de la justice. En fait, il était avocat et avocat notamment de beaucoup de narcotrafiquants et il a été accusé et il a fait de la tôle pour ça. Donc vraiment, je peux utiliser il a été accusé d'avoir donné des infos à un narcotrafiquant, comme quoi la justice le cherchait. C'était un narcotrafiquant portoricain. Donc pour ça, il a fait de la tôle. D'ailleurs, il est quand même très très proche, hein, Eduardo Mendes, que c'est l'avocat de la famille. On a parlé de Caicedo tout à l'heure. Quand le frère de Caicedo se fait descendre alors qu'il est en taxi, il allait rejoindre Eduardo Mendes. Donc, pour une réunion qui était son avocat familial, attention, hein, Eduardo Mendes dit entre nous, c'est une relation client-avocat, point barre. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une proximité avec Santa Fe.
Donc, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas exclure de la part de Eduardo Mendes, de mettre un homme à lui, tout simplement, et de gérer voilà, de gérer le club, un de ses proches qui gère le club. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure non plus aujourd'hui. Voilà, même si il y a d'autres chats à fouetter pour Santa Fe, avec, Ouais. avec une crise sportive. Et d'ailleurs, Eduardo Mendes s'est fait un petit peu, voilà, un petit peu bouger par son public samedi soir. Ok. Donc Mais voilà, c'est pas exclure totalement. ouais. Voilà, les deux hypothèses, moi, c'est soit une reprise familiale, soit comme il y a une proximité avec Santa Fe, que ce soit quelqu'un du cercle Mendes Ouais. qui a géré le club. Alors, je ne sais pas si ça sera le club des Cuervos dont parle Red le Rouge. Je suis pas sûr parce qu'on n'est quand même pas dans cette dimension-là. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un frère qui est capable de s'écharper avec sa sœur? Je sais pas. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez regarder Club des Cuervos parce que c'est très drôle. Et puis, ça vous en dira beaucoup. Mine de rien, ça apprend beaucoup de choses sur le football mexicain parce que c'est très juste Ah, ce qu'il y a dedans. il y en a un, par contre, en Colombie qui est dans un petit conflit frère-sœur. Et ben voilà. Donc, il y a Euh, déjà un club des Cuervos version colombienne. Après, ouais, le Tolima, pour la parenthèse, juste rapidement, le propriétaire, hein, Camargo, de Tolima, est décédé cette année ou l'année dernière. Ouais, et en fait, tout le monde pensait que c'était son fils qui gérait. Et en fait, dans son testament, c'est sa fille. On apprend qu'il lègue le club à sa fille. ok. Donc voilà, bonne Là, ambiance il y a un bon familiale aussi. parallèle avec Club des Ah Cuervos. ouais, Vas-y, voilà. voilà. Mais bon, à voir, hein, à voir ce que va devenir Tigres, à voir. Juste une dernière chose par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du budget et tout. Juste pour enlever cette ombre-là autour de ce club-là, parce qu'on a parlé de l'ombre des trafiquants de manière générale, peut-être pas des narco-trafiquants, hein, puisqu'on le disait vraiment, c'était plus l'émeraude, ces gens-là. Mais on peut absolument pas imaginer que Tigres servait à blanchir de l'argent vu les budgets de ce club-là. Non, 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 je pense pas. Pour dire les choses très clairement, hein, tu vois, Non, on non, coupe coupure non, non, là-dessus non, mais et voilà, il était pour le. Non, non, ce serait absurde. ouais, On n'est pas, voilà, on n'est pas du tout, vu le budget du club, même la ça draine personne, enfin personne au voilà, stade, ça c'est voilà. voilà. Ouais, voilà. Non, non, Donc il y a aucun soupçon sur un financement comme bizarre ou illégal du ouais, club. c'est ça. Donc ça, c'est écarté. Voilà. Au moins, maintenant, on va voir, hein, on va voir où l'enquête nous mène. Vous le voyez, il reste deux pistes. Et on va voir aussi comment, hein, le club va rebondir à ce drame, hein, parce que c'est un véritable drame, hein. Il y a eu, ça a ému plus qu'au-delà du club, hein, d'ailleurs, parce que vraiment, c'est quand même. Je vais pas dire qu'on est Ah, c'est pas habitué commun. au règlement de compte, aux assassinats en Colombie. On va pas non plus. Je sais pas si on peut s'habituer à ça, hein, parce que c'est des grands mots qu'on utilise souvent en Europe. On s'habitue pas à ça, mais là c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. On va voir jusqu'où l'enquête arrive à remonter. Bon courage s'il commence à s'attaquer à ces trafiquants-là. Bon courage. Euh, on verra. Je serais presque un petit peu défaitiste, mais bon, je sais pas si l'opinion publique oubliera rapidement. On verra si cette chose-là peut être étouffée au fur et à mesure, mais bon, on verra ce qui va advenir de cette affaire et de Tigres de manière générale dans cette histoire. On va accueillir, on va faire notre petite pause avant de passer au deuxième sujet. On va accueillir une autre personne parce que je le vois. Je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Je t'entends très bien, Nicolas, je te Voilà. vois. Ouah, c'est magnifique. Vous l'entendez, je pense, parfaitement C'est avec une sa douce citation voix. d'Avatar, non? Je te vois, dit comme ça. C'est vrai, exactement. Alors, je ne sais pas si je dois applaudir cette référence. C'est le Non, 2 en plus. Donc je pas vois que monsieur a vu particulièrement. Avatar 2. C'est bien, ce qui veut dire que monsieur retourne au cinéma. Bravo. Et bonsoir à tous, Eh bonsoir ben, Nicolas, bonsoir Pierre. Bonsoir, C'est terrible de venir bonsoir après Jérôme. cette histoire, mais on va parler de choses un petit peu plus légères quand même est-ce qu'on va par parler la suite. vraiment de choses plus légères? Déjà, voilà, bonsoir Jérôme. Je suis bien content de te retrouver à l'oral, hein, parce que bon, on échange quelque peu sur d'autres trucs. Vous verrez bientôt, notamment. Mais voilà, content de te retrouver dans un 9-10. Ouais, on va passer sur quelque chose de, je sais pas si on peut dire plus léger, hein, vraiment. Ah si, il y a beaucoup moins de victimes quand même, hein. C'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu m'as fait la transition. On va y aller tout de suite. On va passer au deuxième dossier. On va parler de Coupe du Monde, messieurs, dames. Alors, on va parler de Coupe du Monde, oui. On va pas parler de Pierre et Jérôme qui vont s'écharper cette semaine. Non.
On pourrait, mais non, messieurs, on va rester calme. On attendra la soirée de jeudi pour cela. On va parler de la Coupe du monde de 2030 avec toi, Jérôme, parce que évidemment, ça a fait beaucoup parler en fin de semaine dernière. Ça s'est rapidement estompé en Europe, hein, et vous allez voir pourquoi. Mais on comprend assez aisément que ça se soit estompé en Europe. Mais ça continue de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en Amérique du Sud, et ça va être justement l'objet du débat là. Alors, pour ceux qui reviennent tout de suite là, qui viennent de rentrer d'un voyage sur un voyage, je sais pas, ils reviennent de la planète Mars par exemple. La Coupe du Monde 2030, c'est la fameuse Coupe du Monde du centenaire que notre cher Gianni Infantino a décidé tout simplement de ne pas décider concrètement. Il y avait deux candidatures, une candidature européo-africaine et une candidature 100% sud-américaine. Gianni, lui, il a juste plus ou moins, et attention au plus ou moins, tout est important, plus ou moins, voire moins que plus, fusionner les deux, c'est-à-dire qu'elle va se dérouler sur 3 continents, dans 6 pays, euh, mais bon, comment dirais-je, de manière courte, elle va surtout être organisée par Espagne, Portugal, Maroc, et les petits Sud-Américains que sont l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay vont récupérer quelques miettes. Alors, juste avant qu'on se lance un petit peu dans les réactions que ça a suscité, pour rappeler pourquoi Uruguay, Argentine, Paraguay, ça a été expliqué par la FIFA elle-même qui a fait une FAQ là-dessus, pour nous expliquer que l'Uruguay, c'était en reconnaissance de son rôle hôte et vainqueur de la première édition de 1930. Je fais une petite parenthèse, il y a une vidéo qui était prévue le week-end dernier et que je n'ai pas eu le temps de monter, mais qui va arriver dans la semaine, où justement, vous allez voir que c'est très très drôle, voire cynique, de lire en reconnaissance de son rôle dans l'organisation de l'édition inaugurale. Vous verrez à quel point la FIFA a tout fait pour s'aborder cette Coupe du Monde. Bref, l'Argentine, elle, c'est juste parce qu'elle est championne du monde. Bon, elle a de la chance, elle est championne du monde en 2022 quand même. Parce que si elle ne l'avait pas été, je ne sais pas comment elle ferait. Et bon, elle était quand même finaliste de l'édition inaugurale. Et accrochez-vous solidement sur vos appuis. Le Paraguay, c'est parce que c'est le siège de la CONMEBOL. Et le petit détail, je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là, Jérôme, ça a dû te faire sourire si tu l'as vu. La FIFA précise que la CONMEBOL est la première et seule confédération existante au moment de l'édition inaugurale de 1930. Voilà, ça m'a fait sourire, cette histoire-là. Bref, voilà. Oui, je sais pas si tu me lançais, mais oui, il y a plein de choses, vraies et fausses en même temps. Ce qu'il y a de rigolo sur, le pourquoi l'Uruguay là-bas, c'est une idée de Sepp Blatter. Je le relisais, tout à l'heure, et Sepp Blatter a dit du haut de ses 87 ans, il y a de cela quelques heures ou quelques jours, après l'annonce de la coupe du monde de Maroc, Espagne, Portugal, que c'était une bien mauvaise idée, que ça aurait dû aller à l'Amérique du Sud historiquement. Puisqu'en effet, c'est l'Uruguay qui avait accueilli la première coupe du monde en 1930. Heu Bien malgré la FIFA, enfin, il y a toute une histoire derrière que tu as développée, j'imagine, dans ta vidéo, Yep. qui est assez rigolo d'entendre de nos jours. Quand Sepp Blatter le propose à l'Uruguay, il y a toute une recherche de partenaires, parce que le pays est clairement trop petit aujourd'hui. Ça, je pense que tout le monde l'admettra pour héberger une coupe du monde, même à 32 pays, hein, le débat est pas là, ou alors ce serait quelque chose quand même de très étrange, parce que pour rappel, en Uruguay, il y a un tout petit peu plus de 3 millions d'habitants. Et donc l'Uruguay cherche des partenaires. Ce qui est très rigolo, c'est que dans les années 2012-2013, le premier qui trouve est le Chili, qui monte dans la barque, d'abord avant de se rétracter. Finalement, en 2017 est lancée cette candidature conjointe avec l'Argentine. Premièrement, après l'Argentine se rajoute le Paraguay pour, faire plaisir à Alejandro Dominguez, le président paraguayen de la CONMEBOL. Vont se rajouter également, pour des raisons qu'on personne n'a très bien compris à l'époque et dont on avait discuté dans un premier épisode, sur le thème de la coupe du monde 2030, vont se rajouter le Chili, voire même la Bolivie à un moment donné. Ouais. Et tout cela est tombé à l'eau assez rapidement. Alors ce qui est de rigolo, c'est qu'il y a toute une campagne de communication faite pour que les pays du cône sud, donc je l'appellerai comme ça, hein, la candidature du cône sud, pour qu'elle accueille la coupe du monde. Une vraie campagne de communication, voilà, avec les politiques, les présidents de là-haut des fédérations, les présidents des pays en exercice. Hem Et tout cela est lancé, et en fait, on se rend compte rapidement, notamment avec cette acceptation par la FIFA d'une candidature commune entre 2 confédérations, que les votes iront automatiquement pour une candidature commune entre la Confédération européenne, l'Espagne, le Portugal et la Confédération africaine représentée par le Maroc,
que la CONMEBOL et ses 10 voix aura beaucoup de mal à faire accepter quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Alors, tu parlais de cette association, hein, qui était plus de la communication. Tu vas voir quand on va évoquer le côté chilien que c'est pas que de la communication, cette histoire d'association, le fameux Todos Juntos 2030. Ça fait beaucoup parler au Chili, vous allez voir pourquoi, on va en parler dans un instant. Il y a eu forcément quelques réactions, hein, à cette décision. Au final, on le rappelle, la décision, c'est donc, parce que c'est encore plus drôle quand on lit la FAQ, hein, derrière. Enfin, je ne sais pas si on doit dire drôle, mais si, on va dire drôle parce qu'on va en rire, entre guillemets, parce que tellement c'est cynique. Euh, on va rappeler, alors tu le dis, hein, et ça on est tous d'accord, c'est le point de départ, on est tous d'accord là-dessus. Une Coupe du Monde à 48 en Uruguay, c'est pas possible. Une Coupe du Monde à 48 en Argentine, c'est pas possible. Déjà à 32, c'est compliqué, mais on Bah, est d'accord. Dans alors les standards actuels, dans les ça standards de la dépend dans les FIFA. standards. C'est ce que j'ai toujours dit, qui a toujours été mon point de vue, qui est que ça dépend quelle coupe du monde on veut faire. Si on veut voilà, c'est exactement ça et la FIFA a mis en place des standards à l'heure actuelle qui excluent 95 des pays, en tant que pays organisateurs. Voilà, C'est c'est assez ça. incroyable. Ouah, Hem, l'Argentine, pardon, Jérôme, je te coupe. L'Argentine, il pourrait. Tu mets oui, c'est 48, bon. Buenos non, le Aires. problème c'est qu'ils n'ont Ouais, aucun Buenos stade. Aires, Non, non, Rosario, La ils n'ont aucun. Plata. Non, 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 on parle pas de ville, parce que tu peux te dire que tu peux mettre Non, tout le non, monde mais dans les clubs de. Il n'y a aucun s'ils stade remettent aux les stades normes. à neuf. Il n'y a aucun Oui, C'est stade aux ça, normes. faut Ouais, les mais remettre à enfin, il n'y neuf. a aucun stade à ouais, neuf en Argentine, mec. ouais, Comment tu les 100 finances? 100 000 par Ah stade, ouais, en Argentine, ouais, c'est ouais, ouais, non, bah non, non, mais ça demanderait du financement. Bah oui, Voilà, donc, mais donc voilà, on va en parler des stades tout à l'heure avec Jérôme parce que vous allez voir que ça parle en Uruguay à propos de notre débat. Le débat a changé de truc, mais on va revenir hormis le Monumental, nous dit Bert, salut Bert, au fait, que j'ai vu arriver dans le chat. Le Monumental, il n'est pas aux normes FIFA, hein, on va dire les choses clairement, il n'est pas couvert. Donc les tribunes ne sont pas couvertes. Donc il n'est pas aux normes FIFA, le Monumental. Il a beau faire 80 000, il a beau être magnifique, il a beau être tout ce que vous voulez, il n'est pas aux normes FIFA. Donc même le Monumental, pour la Coupe du Monde, il va falloir le couvrir. Voilà, pour dire les choses très clairement. Donc bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va parler des réactions. Et justement, on va parler de miettes. L'Amérique du Sud récupère des miettes. Parce que si vous regardez bien la FAQ, ils ont précisé un petit peu le calendrier de tout cela. Et vous allez voir que donc, ce qui est assez cynique dans l'histoire, c'est que la Coupe du Monde démarrera les 8 et 9 juin, donc le week-end du 8 et 9 juin 2030, avec ce qu'ils appellent une cérémonie de célébration du centenaire et les premiers matchs, un en Uruguay, un en Argentine, un au Paraguay. Et là où je voulais en venir avec la Coupe du Monde à 48, Coupe du Monde à 48, ça veut dire 104 matchs. Donc ça veut dire que si vous calculez très vite, il n'y a pas besoin d'être bac plus 12 en maths, 3 matchs seulement en Amérique du Sud sur les 104. Voilà. Et des matchs qui, en plus, vont se dérouler pratiquement une semaine avant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qui est prévue le jeudi ou vendredi le jeudi 13 juin en Espagne. Donc voilà, c'est vraiment, les Sudam, vous prenez un match, vous faites votre petite cérémonie gentille dans votre coin, et ensuite on va commencer la Coupe du Monde. Voilà. C'est un détail, mais c'en est pas un. Et justement, Jérôme, on va aborder les réactions que ça a suscité, parce qu'on a vu, dans un premier temps, que je ne sais pas si je dois dire les heureux élus, mais on va le dire quand même, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont pris, les Dominguez, Tapia, Alonso et compagnie, bah, ils étaient tout contents quand ils ont eu la décision. Mais c'est encore plus terrifiant que ça parce que alors je sais pas si tu peux rajouter des trucs sur Twitch, mais il y a une vidéo il y a 1 heure avant l'annonce. Alors sur l'annonce en tant que telle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est que donc c'est une annonce qui n'en est pas une, Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vote du Congrès. Les pays sud-américains l'ont annoncé presque avant les pays européens, c'est-à-dire qu'on a des pays qui ont annoncé qu'ils allaient héberger quelques matchs, ce qui fait qu'on a su quel pays allait organiser la coupe du monde sans que ce pays ne l'ait préparé lui-même, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce spécifique de l'Espagne ou de fête, avec, que ce soit le premier ministre ou le roi d'Espagne ou quoi que ce soit. Donc il y a eu vraiment l'annonce en tant que telle a été quelque chose d'extrêmement bizarre et d'extrêmement, et, étrange qui a surpris tout le monde au moment de l'annonce. C'est-à-dire que et je sais personne où ne tu s'y veux aller attendait. avec la vidéo, mais vas-y, dis-le, parce que je vois de quelle vidéo tu veux parler. Je peux pas la mettre, j'ai pas prévu de la mettre, malheureusement, mais je vois de qui tu parles. Tu parles d'un danseur, je crois. Voilà, c'est ça. Et il y a donc à 1 heure avant l'annonce, parce qu'ils le savent, hein, c'est dans des conclaves, donc c'est déjà enfin négocié, ça ils doivent les parties prenantes le savent donc depuis quelques jours, j'imagine. Mais donc Alejandro Dominguez diffuse une vidéo disant: «On va annoncer quelque chose de grand aujourd'hui» et c'est une vidéo de lui en train de danser de façon assez ridicule enfin dans une maison, enfin ça n'a à peu près aucun sens et
donc l'annonce est vraiment faite en disant, «Et voici, nous allons rejoindre la coupe du monde 2030». Ce qui fait que les gens font beaucoup de blagues sur ça en Uruguay dans le sens où, hem, au début, les gens quand ils ont reçu l'annonce, ils ont cru que c'était, officiel, que finalement la candidature du Cone Sud avait gagné, et que l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, et le Paraguay allaient accueillir la coupe du monde 2030. C'est ce qu'ils ont compris quand ils ont Bah, vu les danses et les photos de tout le monde un peu, ouais, parce que entre Parce que ouais, c'est excuse-moi. ça, je te coupe 2 secondes. Et alors, il y a le fameux tweet avec la vidéo que je vous ai pas mis, mais moi, je vous ai mis le tweet suivant où, justement, il met, «Criemos in grande, blablabla», et il explique il marque clairement Argentine, Uruguay, Paraguay seront, hôtes des parties, inaugurales. Bon, ça, c'est le tweet qui a suivi, mais clairement, à ce moment-là, on a tous cru que, c'était l'âme sud. Et là où tu le disais et là où c'est à juste titre assez intéressant, c'est qu'ils ont complètement court-circuité la FIFA. C'est-à-dire que Alejandro Dominguez a fait une annonce que la FIFA n'avait pas encore validée, Oui, mais qui enfin officialisée. s'impose, pas officialisé, mais qui pour eux était officiel parce qu'à partir du moment où il reste plus qu'une seule candidature valide, ça officialise un petit peu la chose. Mais oui, l'annonce était un peu, quand les gens enfin, ça quand les gens voient ça sur leur téléphone en alerte, en push là, comme on dit, ou même moi à titre personnel, en me connectant sur l'équipe, enfin, il y avait cette surprise de voir qu'il y avait une annonce du siège de la coupe du monde, pour la coupe du monde 2030, alors que c'est prévu pour le congrès de la FIFA 2024, puisque c'est la grande modification, enfin qui change beaucoup de choses. Mais c'est qu'en effet, maintenant, les candidatures sont votées lors d'un congrès par les 211, je parle sous Ouais, ton c'est ça, contrôle 211, ouais. Nicolas, 211 membres de la FIFA et non plus par le comité exécutif, la vingtaine de personnes qui décidaient précédemment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette différence-là. Alors, il y a eu cette annonce qui a court-circuité tout le monde. Je pense qu'ils ont pris de court tout le monde, hein. Je pense qu'Alejandro Dominguez a court-circuité tout le monde. On les a vus nos fameux mousquetaires sud-américains posés en selfie avec la photo que Tapia et la Coupe du Monde que Tapia ne lâche plus. Ah oui, Ah là, elle est ah là greffée là. à sa main, hein. Je pense que chaque coupe du monde gagnée apporte des bonnes choses et des mauvaises choses et je suis pas sûr que les Argentins se rendent compte des conséquences du fait que Chiqui Tapia ait gagné une fois la coupe du monde ou qu'il se considère du moins comme étant un gagnant de la coupe du monde. Mais en effet, il y avait donc Chiqui Tapia, Ignacio Alonso à sa droite comme vous le voyez, Alejandro Dominguez et le président de la fédération paraguayenne qui a un nom de famille un peu anglo-saxon dont j'ai oublié le nom, Harrison, Harrison. non? Ouais, il me semble Harrison. C'est le vice-président, non? C'est pas le président, je crois. C'est le vice-président, je crois. Oh, ben je l'avais Enfin, pas bon, c'est noté pareil. Je sais mais plus si voilà. c'est pas le VP. Et donc les 4, s'affichent en effet, joyeux. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres tweets parce que chaque fédération fait son tweet. Le président de la fédération uruguayenne remercie grandement, toute la FIFA, la CONMEBOL pour, son implication dans cet, objectif atteint historique. Hem et donc on est un petit peu enfin, ce qui a choqué beaucoup de gens, pour passer à la suite, c'est qu'en effet, tout le monde parlait d'une victoire alors que c'était une défaite et qu'il y avait ce sentiment un petit peu orwellien de, de double pensée, c'est-à-dire d'essayer de personnes qui essaient de convaincre que quelque chose qui est rouge est en fait bleu, quoi. Ouais, parce qu'il y a très peu de gens qui, pour le coup, ont vraiment grogné. Tu le dis, hein. Les premières réactions, en tout cas des instances sud-américaines, bah, vous voyez, hein, c'est le pouce levé, hein, avec la petite coupe du monde, les grands sourires. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Ils ont peut-être un peu arrosé l'histoire. Mais bon, bref, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Il y en a quand même un qui envoie une mine directe. C'est toujours le même, c'est Chilavert. Les Parce que verts. dès qu'il peut se taper la fédé paraguayenne et les dirigeants paraguayens, il n'hésite pas. Je vous mets la capture de son tweet où il parle de corrupt ball au lieu de CONMEBOL. Bon, ça, c'est son truc. Et il dit une phrase incroyable, c'est que partout où Dominguez va, ça se termine en fracasso, hein, en échec. donc, voilà. Et il explique que la CONMEBOL a réussi à envoyer la finale de Libertadores en Europe et qu'aujourd'hui, la finale, la finale de la Coupe du Monde, voilà, l'Amérique du Sud mérite le respect et le mondial aurait dû être en Uruguay. Alors, ça tranche un petit peu avec les réactions super heureuses de tout le monde. Euh, Tout le monde était, voilà, on danse, on est content, machin, en tout cas des dirigeants. Mais Jérôme, cette ce côté douche froide, Alonso va se la prendre très, très vite quand même, hein, dès qu'il rentre au pays, en fait.
Oui, parce que tous les programmes, tous les journalistes, et 90 de la population se rend quand même compte que, enfin, c'est un échec, juste un match. Alors quand on avait planifié potentiellement, 3-4 stades, à Punta del Este, à Montevideo, qu'on avait prévu, enfin, il y a du ça fait tellement longtemps, il y a ce problème qui est que quand il y a toute une campagne qui a été faite, quoi, ce qui fait que les gens se l'étaient un peu approprié. Au final, ils vont regretter d'avoir fait cette campagne et les gens se rendent bien compte quand même que mais la joie d'Alonso est enfin, leur paraît fausse quoi, du moins et en plus, tout le monde sait à peu près la valeur qu'on peut donner aux dirigeants, du football, que ce soit au niveau national et international et les gens se rendent bien compte qu'en fait, c'est un échec, que c'est une façon, enfin, que c'est une façon un peu déguisée d'expliquer un échec et que c'est enfin, c'est pas ce qui leur avait été proposé et c'est pas bien en fait, voilà. Alors on l'a vu, hein, on l'a vu dans l'article que j'ai publié aujourd'hui, que tu as écrit, ça a tiré quand même à balles réelles, hein, dans les Ah différents oui, oui, médias. oui. Oui, bah, parce qu'après dans les médias aussi, cette tradition, de bon Alejandro Dominguez doit pas être le personnage, le plus populaire de toute l'Amérique du Sud. Bah, surtout quand il continue à se mettre en valeur dans chacun de ses tweets, mais bon. Voilà et oui, enfin, c'était vraiment quelque chose d'impensable et les gens ont dit: «Oui, c'est pas acceptable». Enfin, ils ont eu vraiment le sentiment d'être pris pour des cons. Enfin, c'est un peu le sentiment et c'est assez rigolo de voir toutes les vidéos. Oui, ça en parle beaucoup de ce qui est dit, de ce qui avait été déclaré, voilà, qu'en fait, on leur propose des miettes, qu'il faut qu'ils arrêtent, de picoler avant de faire des congrès et que, voilà, enfin, voilà, qu'ils ne célèbrent pas le fait d'avoir des miettes, quoi. C'est ça le principe. Ouais, parce que je Ouais et rappelle juste, je peux vas-y. pardon Jérôme, je peux compléter, de manière générale, je alors je parle, en Colombie, mais on n'est pas plus bête ou plus intelligent que les autres. Je pense qu'on s'est très, très rapidement rendu compte que ça ouvrait surtout la porte à Arabie Saoudite 2034 et voilà, c'est surtout ce sentiment-là, hein, en disant: «Bah, ouais, mais enfin, voilà, on va avoir Bah, 3 matchs et on a surtout ouvert la porte à l'Arabie Saoudite en 2034. On vient d'avoir Qatar 2022 en plus, donc c'était tout frais». on Donc v enfin, en tout cas, oui, il y a eu aussi ça, Oui, mais si on je n'est crois pas que stupide, quoi. c'est Michel Rocard qui disait que, bah, enfin, pour tout ce qui était les gros problèmes, il fallait toujours privilégier la connerie au complot, que la connerie était à portée de tous et je pense que, enfin, c'est plus ce qui est ressorti de ça. Faut pas chercher beaucoup plus loin sur, l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il y avait quand même, si tu demandes aujourd'hui à toutes les fédérations européennes, elles sont très contentes que ce soit l'Espagne et le Portugal. Les Africains vont être contents de se dire que les Marocains seront récompensés ils ont de 30 leur, matchs les Marocains, hein. Je fais la de parenthèse, ils ont 30 matchs. ouais, ce qui est pas mal pour eux, ce qui est aussi des miettes, mais des plus grosses miettes pour le coup. Ça Mais dépend que si les autres ont aussi une trentaine de matchs, tu vois? ouais. Mais le Maintenant. Maroc, ça fait combien de le Maroc le méritait presque avec le temps, Ah alors oui, qu'on oh soit oui, oh d'accord ou bah, pas ça fait, d'accord, qu'on oui. soit voilà, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la monarchie marocaine, mais depuis le temps, disons, ils le méritaient et l'Afrique mérite aussi d'avoir des matchs de coupe du monde. Ils ont fait, faut pas oublier que sur toutes les coupes du monde précédemment disputées, il y en a qu'une seule qui s'est jouée en Afrique du Sud en 2010. Donc c'était dans la logique de rotation des continents, il y aurait dû y avoir et de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, mais ça arrange, parce que ce qui est ressorti, enfin les calculs à froid qui se présentent le lendemain, c'est qu'en fait, voilà, c'est en termes de vote, c'était imbattable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Europe et l'Afrique se mettent ensemble, ils ont la majorité des voix auprès de la FIFA. Après 2034, on verra, mais pour 2030, c'est froidement ce qui s'est passé, quoi. Ouais, on va saluer Je pen je pense pas que l'Espagne et le Portugal et le Maroc organisent ça en se disant: «Super, on pourra aller à la coupe du monde en Arabie Saoudite 4 ans plus tard». Enfin, Non, non, c'est non, non, je Non, non, parle mais pour, après c'est non, clair. non, Alors je après, parle, pour, si on doit prêter une volonté à la FIFA et à Gianni, on va saluer Renaud 18 11 pour premier message dans le chat. Bienvenue à toi. Quel mépris pour l'Amérique du Sud. Oui, c'est un peu. Et tu vas voir que ce mot, je vais le réutiliser tout à l'heure parce qu'il y a un pays qui en parle beaucoup dans tous les sens. On va parler des stades dans un instant à l'Arami. Tu vas voir, on va y arriver parce que c'est une vraie problématique qui va se poser. On va l'évoquer avec Jérôme. On va juste boucler sur l'histoire de l'Afrique de l'Arabie Saoudite. J'allais dire l'Afrique du Sud, je sais pas pourquoi. L'Arabie Saoudite, on l'a vu, hein, c'est une évidence, on l'a vu. Il y a eu la candidature saoudienne qui est arrivée tout de suite. Il y a le mot direct, hein, c'est écrit directement dans le communiqué de la FIFA que la prochaine sera en Asie ou en Océanie. On sait qu'Australie et Nouvelle-Zélande vont envisager d'y aller peut-être.
pas sûr, parce qu'ils ont déjà co-organisé la Coupe du monde féminine et que ça les chaufferait peut-être bien de ramener le foot masculin aussi. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas photo, que ça sera pour l'Arabie Saoudite. Donc sans aller là-dessus, voilà. Ça va poser des questions par rapport à la rotation. Je ne sais pas si on en parle maintenant de l'effet rotation. Remarque peut-être oui, parce que pour la transition, ce Oui. serait pas mal. On ira sur le stade après. Il y a un effet pervers à tout cela, Jérôme. C'est que ça met fin à ce que l'on entrevoyait comme une rotation des continents. Oui, parce que mine de rien, depuis les années, 80, et à la suite, il y avait quand même une rotation qui avait été quand même relativement bien respectée, avec une certaine prépondérance quand même des Européens, mais des coupes du monde avaient été faites dans des continents qui n'avaient jamais été faits, comme en Afrique, étaient revenus en Amérique du Sud, au Brésil en 2014. Et il y avait un certain respect, en effet, celle du Qatar était en Asie, enfin voilà, si on regarde factuellement sur les 20 dernières années, que l'on soit pour ou contre la coupe du monde en Russie et au Qatar, mais il y avait une rotation, une alternance. Et là, pour le coup, après celle de l'Amérique du Nord, en 2026, ça va venir casser un petit peu ça, et surtout la peur, c'est que ces matchs donnés au Maroc et ces matchs donnés à l'Amérique du Sud soient considérés comme une participation, quoi, et donc c'est un petit peu ce qui est dit déjà dans le communiqué de la FIFA. C'est qu'à la limite, si l'Amérique du Sud ne l'avait pas organisé en 2030, ou si l'Afrique ou le Maroc n'avait pas participé en 2030, ils auraient très bien pu postuler à 2034. Ce qu'établit déjà la FIFA, c'est que non, ils pourront pas postuler en 2034, et que donc les dés sont jetés. L'hémisphère sud, alors à part potentiellement l'Australie et la Ouais. Nouvelle-Zélande, mais en effet, ce sera compliqué pour eux. Mais sinon, l'effet de rotation, s'arrête, de nos jours, et on va avoir maintenant trois blocs, dans l'hémisphère nord, qui vont se partager petit à petit entre l'Amérique du Nord, qui va faire des coupes du monde spécifiquement commerciales, comme les États-Unis savent en faire, l'Europe, qui va se promouvoir comme, chantre historique du football, qui accueillera régulièrement, et l'Asie et ses pays, Bah, les pays du Golfe essentiellement. les pays du Golfe, mais éventuellement la Chine en parle depuis, alors c'est peut-être plus dans Ouais, leur mais je crois que le projet actualité, mais chinois, voilà. hein. Et donc les pays du Golfe, et voilà, et la FIFA pourrait très bien dire: «Et de temps en temps, on va organiser 3 matchs en Australie, 3 matchs en Amérique du Sud et 2 matchs en Afrique», pour faire plaisir à tout le monde. Je suis un enfin, typiquement, si l'Arabie Saoudite demain organise, ils pourront très bien délocaliser quelques matchs en Égypte pour faire plaisir, hem, pour s'assurer les voix des fédérations africaines. Ce serait pas exclu, mais encore une fois, ça signifie la mort du système de rotation comme on l'a connu les 30 dernières années. Ouais, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que la Coupe du Monde passe à 48. On va pas lancer le débat ici. Surtout que je suis un fervent partisan de la Coupe du Monde à 48. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être si vous voulez un jour dans le détail. Je pense qu'un ticket Argentine-Uruguay aurait fait un meilleur choix d'un point de vue historique. Oui, mais après, il y a l'aspect pratique et justement, Stromo, et je vais en faire justement ça va me permettre de faire la transition là-dessus, parce que ça a été déjà évoqué un petit peu dans le chat tout à l'heure, et c'est un problème qui va se poser maintenant et qui est en train d'arriver dans le débat en Uruguay. Il va y avoir cette fameuse question du stade, parce que on imagine tous, euh, sans trop, euh, même si on n'est pas des spécialistes du football uruguayen, si on connaît un tout petit peu l'histoire du football, on va forcément se dire qu'un match, hein, parce qu'on parle que d'un match, on parle pas d'une Coupe du Monde, on parle d'un match. En Uruguay, ça sera forcément au Centenario. Ça doit être forcément au Centenario. On a dit en Argentine que ça devrait être au Monumental. J'ai expliqué tout à l'heure que bah oui, mais il va falloir faire quelque chose pour ce Monumental qui, certes, a été totalement rénové, mais qui n'a pas de toit. Donc il va falloir lui mettre un toit à ce Monumental. Donc voilà, ça va avoir des frais. Je sais qu'au Paraguay, ça parle de construire un nouveau stade. Alors là, je rigole par avance. Donc voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bon, bref. Mais il y a cette question du stade en Uruguay, Jérôme, la question du centenario. Oui, alors ceci de rigolo que le Centenario n'est pas du tout pour les 100 ans de la coupe du monde, mais qui a été lancé pour la coupe du monde de 1930 pour les 100 ans de l'Uruguay. Oui. Juste pour précision, hein, parce que ça pourrait presque prêter à confusion maintenant. Bah après, Heu, tu vois, c'est important que tu fasses la précision parce que justement, quand tu lis le livre d'histoire, il a été créé pour la Coupe du Monde, hein. Tu vois ce que je oui, veux dire? L'histoire de la oui, FIFA, hein. oui, mais enfin, il a été créé pour ça. Enfin, Dans le cadre de la Coupe du Monde, mais pour célébrer le centenaire il s'appelle Centenaire, hein, le stade, pour oui, c'est ça. célébrer le centenaire de l'Uruguay. Oui, mais parce que l'Uruguay avait mis dans les arguments à l'époque pour accueillir la coupe du monde que c'était le centenaire du pays,
Et le premier tournoi sud-américain en Argentine en 1910 était un tournoi du centenaire de l'Argentine. Donc il y avait une tradition à l'époque de ces centenaires-là qui paraissent déplacés aujourd'hui, presque, mais qui paraissent anachroniques aujourd'hui. Mais c'était l'époque des centenaires à l'époque. Tout ça pour dire, oui, qu'en effet, le Centenario va avoir des gros travaux à faire, qui risquent de défigurer le stade et surtout qui vont avoir un coût, assez monumental parce qu'il y a tout à refaire et qu'à poser une toiture, comme je l'ai déjà dit il y a de cela quelques mois, heu, mais à poser une toiture à un stade est le truc le plus cher qui doit être fait parce que pour le coup, en termes de structure, ça change complètement, tout et qu'il va falloir donc trouver quelqu'un, ou trouver les États, hein, tout simplement parce qu'en général, genre les coupes du monde, c'est les États qui garantissent ces financements-là. Va falloir convaincre l'État uruguayen de financer à hauteur de 150 ou 200 millions une remodélation complète d'un stade pour un match. Pas de cérémonie d'ouverture, puisque ce sera juste des cérémonies pour le centenaire de la Coupe du Monde. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Madrid, d'après ce que dit la FIFA. Ouais. Donc des cérémonies avant, un match, sachant que l'Uruguay, a priori, l'Uruguay jouerait son match au Centenario, son premier match, en étant tête de série. Donc affrontant alors je sais que tu es un fervent défenseur et je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais le match a une chance sur 2 d'être contre une équipe, disons, d'un niveau, hem, qui n'excite pas les foules, si tu vois ce que je veux Ah dire. non, ça C'est-à-dire remplira probablement pas le Centenario. alors ça remplira le stade pour être un Enfin, match de la coupe du tu vois ce monde, que je veux dire? mais C'est pas un stade qui lève les foules. Ça devrait pas être un match qui lève les foules. mais je disais quelques exemples dans mon article du jour en prenant les barragistes de la dernière coupe du monde qui ne s'est pas qualifiée, d'équipes qui ne se sont pas qualifiées et c'est vrai que s'il y a un Uruguay-Panama ou un Uruguay-Mali, pour prendre des exemples, ou Macédoine du Nord pour l'Europe, ce serait assez terrifiant de enfin, ils vont avoir du mal à convaincre que l'investissement en vaut que le jeu en vaut la chandelle. Mais déjà, la question est, et ça a été, parce que je vois un Pierre dans le chat qui nous met. Alors, je vous vois très amusant, hein, dans le chat. Vous avez envisagé des candidatures communes qui sont très très drôles. Bravo à vous. J'en ai vu passer des sympas. Je vois un Colombie, Corée du Sud pour. Ah, alors, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que on parlait de la rotation qui était quasiment morte. On en aura peut-être un élément de réponse avec 2038. Mais ça, on verra, on y reviendra plus tard. On suivra cela. Je vois passer des choses assez drôles, mais c'est vrai, Jérôme, pour le coup, pour revenir sur l'histoire du stade en Uruguay, ça va être très compliqué de faire passer la pilule de financer avec des fonds publics la remodélation d'un stade. Alors, tu le disais, hein, c'est mettre juste un toit, c'est compliqué. Je vois passer un message sur ils peuvent pas mettre un toit. Comment dirais-je, temporaire. Je ne sais pas si c'est faisable du point de vue architectural. Si, Je sais une pas. bâche? Ouais, c'est ça, on tend une bâche. Alors, ils peuvent tendre une bâche sur le Centenario. Je sais pas si la FIFA va kiffer. Ça coûterait pas cher, remarque, quoique. Bah Euh, ouais, hein, une bonne Parce bâche, qu'on va quand même pas oublier qu'on sera en plein hiver et la bâche, il va bah falloir qu'elle oui. tienne solide, hein. C'est ça, il faut pas qu'il pleuve, hein, parce que quand il pleut, ça rigole pas et c'est enfin, on en rigole, mais oui, non, alors évidemment, tous les cabinets d'architectes, d'Amérique du Sud se sont excités sur le sujet pour proposer leur, plan et quel que soit le plan, c'est plus qu'un toit, c'est vraiment Ouais, changer la structure et changer le stade. C'est faire schématiquement, c'est faire ce que les Brésiliens ont fait au Maracanã. C'est ça qui me fait peur, moi, depuis le départ et et en même qu'il temps, faut c'est la bien seule, et en même temps, c'est la seule solution. c'est la seule bah, Enfin, c'est la seule comment dirais-je? je C'est la seule solution si tu veux rester dans les normes FIFA. Toute la oui. question va être, est-ce que l'Uruguay va réussir à va réussir à imposer ce qu'il a fait en 1930, c'est-à-dire s'imposer lui devant la FIFA pour le dire, bah écoutez, moi d'accord, mais j'ai qu'un seul match au Centenario, vous m'emmerdez pas avec votre toit. Concrètement, pour dire les choses cash. Oui, mais la FIFA en 1928, donc 1929 n'existe pratiquement pas, n'a pas organisé de tournoi ces 30 premières années alors que c'était dans ses statuts au départ, ne comprend pas la majorité des pays parce que les Anglais n'y sont jamais vraiment revenus, Hmm, qu'il y a beaucoup de conflits. Donc la FIFA à l'époque est faible, quoi, est oui, vraiment très très faible. Alors que la FIFA aujourd'hui est toute puissante et décide, fait la pluie et le beau temps. c'est ça. Donc non, pour répondre à ta question, non, il faudra se plier aux critères FIFA et ça va être extrêmement compliqué, extrêmement onéreux. Ouais. Alors pour répondre à ta question, Renaud, les 3 pays sud-américains ça a été confirmé par la FIFA parce que le premier communiqué a laissé planer un doute sur est-ce qu'ils vont être qualifiés d'office. La FAQ qui a été publiée le samedi, je crois, a confirmé que les 3 pays sud-américains, donc Paraguay, Uruguay, Argentine, sont qualifiés. Voilà, ils sont. Et que
Et qu'il y aurait donc des éliminatoires sur 7 pays, donc avec 3 places et demie, heu, de qualifiés, ce qui embête sans doute un petit peu aussi les autres pays, à côté, mais voilà, c'est la logique, de la chose. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est de voir que donc 5 ou six pays potentiellement vont jouer leur premier match à domicile dans des conditions très spécifiques, ce qui fausse l'équité sportive. C'est-à-dire que déjà, quand l'équipe hôte, accueille au premier match, bon, ça fausse l'équité sportive, mais disons que quand on voit ce que le Qatar a payé, ils peuvent bien, avoir la chance de jouer le premier match, en premier chez eux. Enfin d'avoir la primauté, 1er match en premier. Là pour le coup, il y a vraiment 6 sélections qui vont commencer à domicile, dans ce qui va faire un peu bizarre dans des groupes de 3 quand même, hein. Bah, je Jérôme, sais moi pas. j'ai une Non, non, on question. sera peut-être pas sur des groupes de 3. Attends, 2 secondes, je vais te laisser la parole derrière, Pierre. Après, que le pays hôte organise, ait le match d'ouverture, c'est un classique, hein. Je veux dire, Oui, mais voilà, 6 pays hôtes. Alors je suis mais d'accord là, il y avec a toi 6 que pays le hôtes pays hôte, et en oui, fait, c'est le nombre, là où il y a une injustice, c'est à la fois pour le pays hôte et à la fois pour l'équipe qui va affronter ce pays hôte-là et en fait, la seule injustice, elle est pour ceux qui vont se taper le Paraguay, l'Argentine ou l'Uruguay et donc pour le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay qui vont devoir se préparer pour aller se taper un match en plein hiver, en plein hiver sud-américain, pour ensuite, en une semaine, devoir traverser l'océan pour aller jouer dans l'été espagnol, portugais et marocain. Voilà. bah, Elle est là, l'injustice. de ce que j'avais compris, je parle sous ton contrôle, mais les équipes qui auront joué le premier match, à, donc dans les 3 pays d'Amérique du Sud auront ensuite 2 semaines puisqu'ils joueraient leur Le 2e match, 21, ouais. le 21-22 en ayant Ouais. joué le 8-9, ce qui laisse presque 2 semaines. Heu, ce qui est aussi enfin ce qui fausse l'équité sportive. C'est-à-dire que le principe quand même d'un calendrier c'est il y a que ce soit d'un caractère aléatoire, et que toutes les équipes soient logées potentiellement à la même enseigne. Encore une fois, avec cette exception du premier match, bon, à la limite, Ouais, mais qui est parce que une exception acceptable. Parce que On ça le voit sous-entend que les groupes Paraguay, Argentine, Uruguay, les deuxièmes journées vont se jouer soit en même temps, soit juste après, ou pas loin de la troisième journée. Mais après même, je pense, la troisième journée des autres groupes. non, parce que alors de ce que j'ai, de ce que Tenfield publiait, c'est qu'en effet, donc il y aurait le samedi, dimanche 8-9 juin, les 3 premiers matchs. Ouais. La se le 13-14, le match cérémonie d'ouverture, donc le week-end du 15-16, les autres premiers matchs et le week-end du 21-22, le deuxième match pour toutes les poules. Donc Ah ils oui, auraient d'accord. juste ces équipes-là auraient une semaine de plus pour récupérer du voyage, disons. Alors que les autres joueraient la semaine suivante pour tous les autres matchs. Bon, en gros, ça Mais sera dans le match de Despedida pour les trois clubs, les trois pays sud-américains, quoi. Le match d'ouverture. c'est c'est un petit peu le problème des compétitions comme ça, quand on ne laisse pas le caractère aléatoire, qui est un petit peu toute proportion gardée, mais ce qu'on voit à la coupe du monde de rugby actuelle, où c'est l'organisateur qui choisit l'ordre des matchs. C'est bien, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, puisque ça nuit à l'équité sportive. C'est ça. Et et la base quand même des coupes du monde, encore une fois par rapport au cycle des 30 dernières, 40 dernières années qu'on a vues, c'est une équité sportive qui était quand même très scrupuleusement respecté parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à la coupe du monde en 98 en France, le gros débat c'était: «Oh, on a mis le Brésil et la France dans 2 moitiés de tableau différentes». C'était ça qui soi-disant rompait l'équité sportive. Là, on va faire quelque chose qui est 20 pas plus loin dans l'avenue de l'équité sportive, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça change quand même un paradigme complet. Et encore une fois, on rentre plus dans le principe comme la coupe du monde de rugby où là, ils ont décidé, bah, le premier match, ce sera France-Nouvelle-Zélande parce que ça fait sympa de mettre ça comme premier match. C'est très bien, ça fausse l'équité sportive parce que ça veut dire que ce sera forcément l'un des 3 autres petits pays qui sera off la première journée et qui jouera 4 matchs d'affilée en se cramant complètement, En se tapant les gros et pour finir. en se tapant les gros pour finir. Et si vous avez suivi mon raisonnement et suivi la coupe du monde de rugby, c'est l'Uruguay qui a joué ces 4 matchs d'affilée. Hem et Eh, il est fort, hein, il est et fort. incroyable, je Il est retombe très toujours fort. sur le Non, mais c'est incroyable, l'équipe d'Uruguay à la Coupe du monde de rugby quand même. on va pas rentrer dans le c'est pas le c'est pas le sujet, sinon le 9-10 va Va durer durer encore une 5 heures. fois jusqu'à 23h30. Mais il y avait vraiment ce chose très agréable qui déjà la coupe du monde au Qatar a marqué ce changement dans le sens où les matchs ont été organisés un petit peu comme l'organisateur le voulait, dans les journées. Mais dans les journées et là on voit carrément que vraiment ça va être vraiment à la main de l'organisateur.
C'est très bien pour les rentrées d'argent, c'est très bien pour la publicité audiovisuelle, mais la base de la coupe du monde, il y a cela 10-15 ans, c'était on pouvait très bien avoir à 11 heures du matin un très gros match si le tirage au sort le décidait ainsi C'est vrai. et hem et on ne se Bon, rend pas après c'est pas nouveau parce que Brésil 50, voilà. Brésil 70, ça fait changer le lieu de la demi-finale. Ça, tu vois? Oui, mais encore une fois, on était sur un cycle vertueux ces 30-40 dernières années et c'est Ouais, le cycle c'est ça que c'est ouais, sur ouais. ça que je veux en venir. C'est vraiment quand je te parlais tout à l'heure, On est sur une en texte régression en fait, concrètement là. voilà, sur une régression et sur enfin vraiment sur un changement. C'est-à-dire que c'est accepté et il faut vraiment et je pense que ça a vraiment un gros impact et qu'on en tient et on n'en tient pas compte dans tous les débats qu'il y a partout ailleurs. On se dit: «Ouais, mais en fait un match de plus ou s'ils ont une semaine pour voyager, c'est pas grave». Mmh. Si, c'est grave. Le principe de l'équité sportive, c'est que c'est le hasard qui décide que tu joues que tu auras telle poule qui sera difficile, mais c'est pas grave, c'est le hasard. Enfin, l'inéquité doit être le fait du hasard. Si elle n'est plus le fait du hasard, mais le fait de l'organisateur, elle devient inacceptable. C'est ça et on est, voilà Et donc vas-y, juste, j'ai vas-y. une question, Jérôme, parce que là, tout à l'heure, on a parlé du Centenario. Si ça peut pas se faire, le Grand Parque Central, Pas de toi. il a le stade du Decano uruguayen, il a un Il y a toit, non? il y a aucun stade en Uruguay, comme aucun stade, enfin, comme les C'était principaux stades en Argentine, Si, il y a des comme couverts en comme Argentine. Il y a le Kempes qui est couvert, il y a le oui, mais Kempes, le c'est couvert? tu vas pas jouer un match de coupe du monde au Kempes, enfin, bah, tu celui de Santiago del Estero là qui sert à rien, un peu comme, celui de Voilà, Brasilia là. il y a celui-là aussi, ouais. Ouais, oui, mais ouais, tu ne vas pas et jouer enfin, Non, pour les matchs ah non, dont mais je on suis d'accord parle. avec toi, je suis non, d'accord non, avec non, Tu vois toi. ce que je non. veux dire? Sur le principe, c'est pas vendeur, mais si tu Oui, cherches véritablement un stade couvert en Argentine, tu le trouves. Si tu oui, non, mais je cherches suis d'accord un avec toi. stade Mais si couvert tu cherches en un stade Uruguay, tu en trouves pas. oui, ouais, ah, tu me poses une colle, mais oui, non, tu en trouves Bah, pas. Non, non, mais le Campeón del Siglo, Non, il est pas couvert. il a pas de toit, non, il non, est non, pas il est pas couvert. couvert, Mais le il Grand est pas Parque, il couvert. est pas couvert, parce que Non? dans Il mes est pas souvenirs, il cou était un peu non. couvert. Non, non, bah, il y a les palqués, enfin, il y a les palcos, Ouais, la OK. tribune présidentielle, mais il y a rien qui est couvert. Non, non, il y a rien qui est couvert. OK. Non, Ah oui, non, ceux de La bah, Plata oui, aussi, Vince, tu raison. oui, je suis alors, Mais voilà, mais ça c'est mon message était: il y a aucun stade utile pour une coupe c'est du monde ça. qui n'est couvert Aucun et c'est stade le ma coupe du monde compatible, couvert. Voilà. voilà, parce qu'ils vont pas aller jouer le 1er match de coupe du monde à Santiago del Estero. Je Non, suis non, vraiment désolé clairement. pour les habitants de Et en Santiago del Uruguay, Estero. ils iront pas si jamais ça devait être le cas, si jamais il y en avait un des 2 qui était couvert, ils pourraient pas choisir entre Nacional et Peñarol pour faire un Et match d'ouverture de la coupe du monde. non, parce qu'il y a une tribune de Luis de Melo qui est couverte. La tribune présidentielle qui doit avoir à peu près 45 ou 50 places, qui est couverte et ils iront pas là-bas. Non, voilà. Bref, donc vous voyez, ça, c'est sur les côtés uruguayens. Je le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a 3 drapeaux. Il y a un cocu, pour dire les choses très clairement dans l'histoire, et parce que c'est comme ça aussi qu'il le ressent, c'est le Chili. Parce que Jérôme l'évoquait tout à l'heure, il parlait de communication, hein, il parlait du fameux Todos Juntos 2030, hein, où on les avait vus tous les 4, parce qu'il y avait le Chili dans l'histoire, dans cette candidature à 4 de l'Amérique du Sud. Il y en a un qui n'est plus là. C'est donc le Chili. Alors, ça peut faire sourire, parce que le Chili, tout le monde se fout de leur gueule en général, pour dire les choses clairement. Sauf que ça prend des proportions qui sont quand même assez particulières. Et on parlait de tout à l'heure beaucoup, le mot a été beaucoup utilisé, le mot mépris et tout et tout. Il a été repris hein, par certains médias. C'est pas celui-ci. Est-ce que je l'ai mis cette image? Ah, je ne l'ai pas mise. Si, elle est là. Elle est là. Voilà, ça parle de Basureo à Chile, hein, la Conmebol, Basureo à Chile. Alors Basureo, ouais, c'est insulté, méprisé. Enfin voilà, Basura, c'est la poubelle hein, en espagnol. Donc si essayez de trouver un verbe. J'ai pas de verbe français pour ça. Si vous en avez un, messieurs, vous pouvez m'aider. Mais Non, non, il y a pas, c'est difficile de c'est traduire, difficile, hein. hein. Mais voilà, ça vous C'est donne une idée. Hein, la basura, c'est la poubelle. Donc basureo, c'est un verbe voilà. Et donc voilà, et donc le Chili a été complètement écarté de cette histoire-là. Le Chili l'a découvert comme tout le monde, hein, quand il a vu Alejandro Dominguez danser. Ouais, c'est pas vraiment... Ouais, jeter à la poubelle, c'est pas vraiment ça, mais bon, bref, voilà, vous voyez l'histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc le Chili s'est retrouvé, je le disais tout à l'heure, cocu de l'histoire. Et justement, le président de la fédération, Pablo Milad, lui, eh ben, a expliqué, a donné les mêmes arguments que la FIFA hein, pour expliquer pourquoi ils avaient choisi les 3 autres. Et lui, il a rajouté un argument. On lui aurait dit que, parce que il essaye de se défendre, hein, l'ami maintenant, qu'en fait, il y avait 3 pays, ça faisait 3 pays, ils étaient obligés de prendre donc l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et que ça faisait déjà 3 pays, ils ne pouvaient pas en mettre 4 parce qu'en face, l'autre candidature, il n'y en avait que 3. Voilà, et ça aurait fait un déséquilibre.
Bref, bon, on y croit ou on n'y croit pas. Le fait est que l'affaire a pris de grosses proportions parce qu'on a vu, par exemple, le président Boric qui s'est un petit peu énervé en expliquant que c'était une décision unilatérale de la FIFA parce que lui a joint tous les autres présidents argentins, uruguayens et paraguayens qui lui ont dit ah bah non, on savait pas nous. Voilà. Tout le monde l'aurait découvert plus ou moins en même temps. On rappelle quand même que Chiqui Tapia a appelé Messi avant que ça soit communiqué pour lui dire que la Coupe du Monde 2030 elle sera elle sera en Argentine, donc il y en avait qui devaient savoir quand même. Bref, mais surtout il a sorti une déclaration assez forte en disant je regrette qu'il y ait des institutions qui fonctionnent de manière peu sérieuse et surprenante. Et il a dit nous ferons respecter les droits qui correspondent au Chili. Il n'y a pas que, comme enjeu que l'intégrité nationale, mais il y a aussi le nom du Chili. Et là où ça prend des proportions, parce que tu en parlais tout à l'heure, Jérôme, euh, le fameux programme, enfin le fameux consortium, on va l'appeler comme ça, Todos Juntos 2030, a des répercussions au Chili. Pourquoi? Parce que il était financé par de l'argent public. Alors je ne sais pas si c'était le cas dans les autres pays, j'imagine que oui. J'imagine même certainement. Le président de la fédération chilienne et le ministre des Sports, l'opposition chilienne est en train de réclamer au Parlement ou Assemblée, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus l'échiquier chilien en tête, mais il devrait être auditionné par une commission parlementaire, on va dire cela comme ça. Parce que ça a été révélé par les médias chiliens. Ça fait 4 ans qu'il y a un budget qui est alloué à la préparation de la Coupe du Monde 2030 au Chili, qui pour l'instant était versé au ministère des Sports, et une somme a été, une partie de cette somme-là, on parle de 147 millions de pesos, a été transférée à Todos Juntos cette année en 2023. On parle donc de 147 millions de pesos. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça a été transféré à Todos Juntos 2030 pour des dépenses, alors je cite, associées au conseil, fourniture et ressources humaines. Après, si c'est des pesos argentins, ça représente C'est des 2,50 pesos €, hein. chiliens. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et il y a une ligne de budget qui a été votée pour le budget 2024 qui prévoyait 471 millions d'euros pour cette société-là, pour ce programme Coupe du Monde 2030. Donc il y a une histoire d'argent public qui a été dépensé ces 4 dernières années, qui a été englouti par le ministère des Sports et dont une partie a été engloutie par Todos Juntos 2030. La grande question, c'est de savoir, comme on dirait un certain François F., qui va rendre l'argent. Parce qu'on en est là, on n'est pas forcément dans le côté oui, on s'est fait avoir, machin et tout, mais il y a cette question-là. Ça commence à prendre, ça va prendre des dimensions politiques. Il y a normalement une réunion qui était prévue cet après-midi en Amérique du Sud, donc qui doit être en ce moment ou qui s'est terminée au moment où on a démarré l'émission, justement au sein de ce consortium Todos Juntos. Le Chili veut récupérer son fric concrètement. Et il y a aussi, et c'est ce qu'on a appris au Chili, alors je ne sais pas si vous êtes à l'info, toi, en Uruguay ou machin, apparemment, pour déposer la candidature, la fédération chilienne a posé 950 000 dollars américains pour la candidature 2030. Et les 4 associations ont dépensé pareil. Donc il y a cet argent aussi. Alors le président de la Fédé chilienne est en direction de Zurich. Il va rencontrer Infantino. Mais vous voyez que cette affaire qui pourrait faire sourire sur le côté ah, le Chili s'est encore fait avoir, va prendre d'autres proportions. Et forcément va prendre des proportions financières avec de l'argent public derrière. Donc ça risque de ne pas être tout simple cette histoire. Et tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, d'autant que tout le monde a annoncé, c'est officiel, la FIFA l'a officialisé et tout, mais c'est pas encore validé par le Congrès. Et le Congrès, c'est fin 2024. Ça peut partir en sucette entre certains pays. Oui, même s'il faut proportion garder, je me permettais parce que les millions parfois donnent toujours une impression, spéciale. Les 147 millions de pesos chiliens représentent 150 000 €. Il faut savoir qu'Alejandro Dominguez, son salaire, c'est 300 000 $. Alors c'est pas exactement un dollar égale à un euro, mais schématiquement, on va retenir pour le principe de la réflexion que si. Donc ça représente que la moitié du dollar annuel, du salaire annuel de Dominguez, donc c'est le type de problème qui vont se résoudre. Je t'annonce par le renvoi de petites enveloppes ou ce genre de choses, ou de prébendes, de postes pour les Chiliens ou d'organisations de Alors, Sudamericano, je sais pas si tu as vu, mais Sub-20. alors, je sais pas si tu as vu, mais apparemment, c'est ce que ADN, je crois, c'est ADN au Chili qui a sorti cette info. On aurait proposé au Chili d'héberger les équipes qui viendront jouer contre les Sud-Américains pendant la Coupe du Monde. Voilà. J'avais pas vu Et ça, j'ai c'est exactement la très même drôle. réaction. Je sais pas s'ils C'est l'ont pris de la même manière. Ah mais oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je pense
pense pas. Alors, je pense pas que ce sera ça parce que ils peuvent pas faire. Puis il y a quand même de Montevideo, il y a quand même. Ça n'a aucun C'est, sens. il y Pour a dire les bien choses, ça n'a 4-5 heures aucun de sens. vol, voilà, ça n'a aucun sens. C'est comme dire qu'il y a la Coupe du Monde au Portugal, donc on va mettre certaines équipes en Finlande, hein, C'est ça. géographiquement. Ouais. Euh, Du coup, nous, là en Colombie, on avait l'organisation pour Mondial 86. On peut récupérer quelque chose ou pas? Bah, les équipes qui viennent s'entraîner chez vous, peut-être. Ah, ok, ok, bon, on les prend, pas de problème. Et mais malheureusement, ça reste, ça a un fonctionnement de type, mafia un petit peu qui fait que tu verras, ça ne fera pas un scandale. Ce serait logiquement si le politique se mettait dans la chose, il y a certains pays qui pourraient très bien dire: «Bon, ben, on n'y va pas et on n'est pas obligé, personne ne nous dit qu'on est obligé de participer à une coupe du monde. On peut très bien organiser d'autres types de tournois en parallèle entre nous, qui nous ramènerait plus de public, plus de gens de chez nous et cetera. Sauf que le fonctionnement est ainsi fait que, il y a beaucoup d'argent et que chacun a intérêt éventuellement à ce que ça se fasse comme le chef l'a décidé C'est et ça. c'est le principe et ça tu verras que enfin je m'avance sans Oui, ça savoir et devrait se régler. voilà, que ça va se régler, Mmh. c'est fort dommage mais ça va se régler. Heu, Donc voilà. Pour répondre à ta question, Nostromo, Boric joue gros dans l'histoire. Boric ou Boric? Boric, je pense qu'il faut dire. Joue gros parce que il a accéléré les montants, enfin il a augmenté les montants que récupérait le programme d'organisation de la Coupe du Monde. Alors Piñera joue gros, mais bon, lui il est plus là. Et oui, évidemment, l'opposition va se jeter là-dessus. On parle d'argent public, donc même si c'était 1 euro symbolique, il se jetterait dessus. Donc oui, il joue gros là-dessus, ça c'est clair. Politiquement parlant, il joue gros là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voyais d'autre? Alors, pour répondre à la question du stade démontable au Qatar qui devait aller en Amérique du Sud, oui, c'était une rumeur. Je crois même qu'on en parlait en Uruguay. Tu me confirmeras ou m'infirmeras ça, Jérôme. Mais je ne vois pas comment l'Uruguay pourrait accepter d'utiliser le stade démontable du Qatar pour son seul match de Coupe du Monde au pays. non, enfin, faut être un peu sérieux. Non, c'est pas envisageable. Dans Et le cadre d'une Coupe du Monde complète en Am Sud, c'était envisageable. oui, oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, non, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà à peu près où on en est hein, sur l'Amérique du Sud. Le voilà de notre stade pour le Paraguay. Alors eux, par contre, ils peuvent dire oui. C'est bien vu à la Après, rapide. Eux, Nico, ils au peuvent dire oui, Paraguay, par contre. y a pas le Cerro qui a un nouveau stade là, Si, la Nueva Ola Nueva est toute récente, mais il ou n'est pas Nueva couvert. Ola, ouais. Il n'est pas couvert. Ah, il est pas couvert? Non. Mais ils sont pas OK. couverts, les stades, dans la plupart des pays. Oui, c'est ce que je disais tout à Ouais. l'heure et tout le monde m'a corrigé en citant un Ouais. stade dans Mais la oui, pampa oui, en non, mais Argentine. Jérôme a Mais raison. sinon, les stades ne sont pas couverts dans ce coin-là. Jérôme a OK. complètement raison. Ils sont pas couverts, les stades en Am Sud. La plupart du temps, ils sont. C'est rare les stades couverts en Am Sud. Voilà, pour dire les choses. T'as l'Arena Corinthians, je crois, qui est en partie couverte. Mais je suis pas sûr que si elle doit être couverte totalement. Mais bon, il Ouais, y a un nous, en peu de vent qui Colombie, on passe en a dessus. 2. On a Pereira et le Eh ben, écoutez, Metropolitano. fallait être candidat et vous auriez eu un match. En plus, ça vous aurait permis d'être qualifié à la Coupe du Monde. Bon, Et vous auriez bref. mieux négocié, vous auriez pu avoir un match de la Coupe du monde, États-Unis, Mexique, Canada, vous auriez pu avoir un match, à Ça sera en Bogota. 2046. Avec les Non, prochaines non, Coupes mais du en Monde qui vrai, se joueront il y a à eu l'échelle 86. planétaire, hein, sur chaque Ouais. continent. Voilà, on fera ça. Enfin bref, voilà où on en est dans cette histoire. Vous voyez que ça a réagi. Vous voyez que l'euphorie de certains dirigeants a été quand même vite calmée en Amérique du Sud, que ça pose pas mal de soucis. Ce qui est certain, et c'est un petit peu le message, je pense, hein, Jérôme, si on conclut là-dessus, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ce choix-là, en gros, le choix de ne pas choisir, parce que finalement, il n'a pas choisi entre les deux, un petit peu, mais pas tant que ça. Je pense que ça aurait été direct de dire ok Espagne, Portugal, Maroc parce que c'est les seuls qui peuvent et puis voilà on n'en parle plus. Ça aurait moins fait parler je pense. Je sais pas. Oui, Euh, parce que alors c'est toujours le principe, c'est que pour tout le monde, si il a fait un choix, quand tu fais 97 des matchs, et 3 sur les oui, autres candidats, tu fais un choix. Mais oui, ça a fait parler. Après, c'est toujours le principe, c'est qu'à la limite, l'Amérique du Sud aurait pu perdre, elle aurait perdu entre c'est ça. guillemets, au Congrès les armes à la main et elle aurait pu reposer candidature pour, Exactement. 34, 38, 42. Ça nous vieillit un petit peu, mais il y aura d'autres coupes du monde à venir. Là, il y a cet aspect, qui paraît inacceptable, c'est d'avoir les miettes et de s'en satisfaire, c'est-à-dire de se dire qu'en effet la coupe du monde ne reviendra pas en Amérique du Sud pour les 20 prochaines années quoi, schématiquement.
Voilà, concrètement, et donc vous l'avez compris, hein, cela marque donc une sorte de régression, je ne sais pas si je dois dire de la portée mondialiste de la coupe du monde, si je dois utiliser des grands mots, mais pourquoi pas? Utilisons-les parce que comme le dit Jérôme, en fait, ça marque aussi que, à partir de maintenant, parce que tu le disais tout à l'heure, il y avait un côté démocratique avec le vote des 211 membres. Alors forcément, c'est de la démocratie, on s'arrange, hein, on va gratter des voix à gauche, à droite, mais ça, c'est pas le débat, ça reste un vote. Au final, ça reste des fédérations qui votent. Là, il y en a plus. Il y a des petites, négociations en amont, qui font qu'on a court-circuité la notion de vote à la FIFA, comme, je ne vais pas dire au bon vieux temps, mais comme autrefois, concrètement et comme à une certaine période, qui avait marqué, notamment, après 50, qui avait montré, et dans les années 30 aussi, où il y avait eu une forte régression européiste à l'époque. Là, je ne sais pas si on peut parler de régression européiste, mais on va dire, de régression vers, les pays les plus influents, politiquement parlant, auprès de la FIFA. Oui, puis il y a encore une fois, c'est faire montre, je vois ce que tu veux dire, je suis pas en désaccord avec toi. Mais ils ont je pense que la FIFA n'a pas mesuré à l'époque, quand ils ont fait ce choix du principe d'un vote par le Congrès, que deux confédérations pouvaient être majoritaires, en fait. Tout le problème, tout ce débat qu'on vient d'avoir est parce que la FIFA a accepté que le Maroc se joigne à la candidature de l'Espagne et du C'est ça. Portugal. Si la FIFA dit: «Non, c'est par confédération», parce on fait une alternance, donc on fait par confédération et le Maroc pourra candidater derrière. On n'a pas ce débat-là parce qu'il y aurait eu un vote au Congrès pour déterminer si les Africains votent pour l'Amérique du Sud ou pour les Européens. Il y aurait aussi eu la corruption, il y aurait eu aussi les problèmes habituels de la FIFA, mais il y aurait eu cette notion de vote, contestable ou pas, à un moment donné. Le fait qu'ils aient accepté qu'il y ait des confédérations qui puissent s'unir, ils le fait qu'ils aient choisi donc ce vote par le Congrès, fait que 2 confédérations peuvent être majoritaires à la FIFA et c'est fini. Et l'Amérique du Sud, après, a été pleurée pour des miettes, parce que c'est ce que dit Alonso quand il dit, Alonso après il y a une journée à Asunción avec Alejandro Dominguez où ils font la fête, ils dansent, comme on l'a vu sur les trucs. Tout le monde ne comprend pas, il rentre le lendemain en Uruguay et il va tout penaud à la télévision en disant: «Non mais attendez, on avait perdu les mecs, vous n'avez pas compris. On avait perdu, mathématiquement, on avait perdu. Donc on a accepté ça et c'est le mieux qu'on pouvait avoir et maintenant dansez». Voilà. Ouais, voilà, bah, ça sera la terrible conclusion, mais c'est un fait. C'est un fait, l'Amérique du Sud avait perdu quoi qu'il arrive avec cette double, cette Europe-Afrique, hein. Ça faisait 107 voix sur 211, hein, c'est ça, hein? Je crois. Oui. Donc Je voilà. Donc le vote était mort, hein, pour l'Amérique du Sud qui s'est donc dit: «Jetez-nous des miettes, on va les prendre et s'en délecter». Voilà, et après elle va parler de mépris et voilà. Bref, à suivre donc, comment on va voir si justement ça va poursuivre dans cette, je sais pas si je dois employer le terme dynamique, mais en tout cas, voilà, vous voyez que 2030 pourrait marquer, il pourrait y avoir un avant et un après. Voilà, concrètement, pour dire les choses, très clairement, et il faudra surveiller avec attention, pas 2034 parce que la FIFA a déjà très clairement donné la zone et là, pour le coup, il y a qu'une seule zone, enfin, il y en a 2 mais bon, Océanie, c'est parce que la Nouvelle-Zélande va s'associer à l'Australie donc voilà, c'est pas véritablement une fusion de 2 zones, donc il y a vraiment une grosse zone qui va y aller. On verra pour 2038 et pour 2042 comment ça fonctionnera. Voilà pour ce dossier, sur la coupe du monde. Voilà, on arrive au terme de ce 9-10 justement, du 9 octobre, 9-10 du 9-10, c'est pas mal ça. Le 9-10 du 9-10 qui a duré jusqu'à presque 11, mais c'est pas grave. Je vais remercier, Pierre et Jérôme d'avoir été avec moi. Merci Pierre depuis ta Colombie. Bah, écoute, merci à toi, merci Jérôme, à jeudi. Et un match, pour les amateurs qui se jouera donc à 10h30, un horaire abordable pour le coup, Exactement, et un dans nos match que contrées l'on européennes. Exactement, et un match que l'on fera, hein, alors ça se passera sur Kick cette fois-ci parce qu'on fera la soirée, d'éliminatoires sud-américains donc voilà, ça se passera sur Kick et on pourra, suivre ce duel entre Colombie et Uruguay qui ouvre la session mondiale, en Amérique du Sud. Voilà, les 2 vont pouvoir s'écharper tranquillement. Je dois te confesser, Jérôme, qu'en off, Pierre est pas serein. Voilà. Je sais pas Oui, si tu es bah, serein, mais non, 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 mais jamais, mais c'est toujours un match difficile, mais ça paraît pas le plus inabordable et à jouer. C'est le plus important après, c'est de laisser jouer et de voir qui gagne, mais qu'est-ce qu'il est l'Uruguay a déjà diplomate. fait non, bah, c'était quoi? C'est pas pour le dernier, je crois que c'était pour la Russie où on avait gagné 3-0 là-bas, donc bon. Ouais, ouais.
Bah, non, non, c'était pour le dernier, c'était pour le Qatar, Ah, c'est pour fameuse, le Qatar, ouais, tu ouais, vois? Je voulais pas non plus de rappeler des souvenirs trop ouais, frais, ouais, donc j'ai fait 3-0. semblant que c'était plus ancien, mais 3-0. Pour la Russie, il me semble que ça fait 2-2 sur un terrain catastrophique avec un but de Yeremina en toute fin de match de la tête, oui, voilà, où oui, je me souviens que c'était 2-2, ouais. il avait flotté, à Barranquilla toute la journée là, c'était de la boue, enfin. Bon, ben voilà. Vous voyez, ils sont prêts, ils sont chauds. Ça se passera jeudi. Ça se passera sur Kick en ce qui nous concerne. On sera en live à partir de 22h20, à quelques minutes du coup d'envoi de ces éliminatoires. Voilà, merci à tous ceux qui ont été dans le chat. Merci à tous ceux qui écouteront en replay. N'oubliez pas de suivre les différentes plateformes, de nous suivre sur les différentes plateformes. On se retrouve sur Twitch pour un prochain 9-10. Peut-être vendredi, il y a peut-être quelque chose. J'essaye de le mettre en place, j'ai du mal, mais je vais y arriver à mettre en place un truc le vendredi. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans la semaine sur les réseaux sociaux. Sinon, jeudi soir pour la soirée d'éliminatoire sud-américain. Bonne nuit à tous et un prochain lundi pour un prochain 9-10. Salut tout le monde.